Bien, bonjour à chacune et chacun de vous. Alors, avant de revenir sur le petit diaporama, j'ai fait circuler le diaporama d'accueil, quelques mots de remerciement et puis de présentation. Donc, merci aux équipes des médiathèques qui organisent cette université populaire. Merci de m'avoir invité à venir parler de questions liées à l'éducation. Donc merci à vous, merci pour l'organisation de ce bel objet, ce beau projet qu'est l'Université populaire en Isère. Donc merci à chacune et chacun de vous. Et puis merci à vous d'être présentes et présents pour cette conférence. Ça me fait plaisir j'ai fait une conférence l'année dernière, pour me rappeler à Adrien. Et ça me fait très plaisir de revenir dans cette salle et devant vous pour pouvoir vous proposer un autre thème autour de l'éducation. Alors, présentation, donc je suis Jean-Yves Segui, j'étais maître de conférence à l'Université de Saint-Étienne. Je suis à la retraite, mais j'ai conservé une activité de recherche et d'enseignement aussi à l'Université de Saint-Étienne. Et juste pour préciser, je suis historien d'éducation. Moi, j'ai plutôt travaillé sur des questions liées à la démocratisation de l'enseignement dans l'entre-deux-guerres, plus particulièrement sous le Front populaire. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette période-là. Mais là, je vais très peu vous parler, je ne vais pas vous parler de mes recherches personnelles, mais plutôt de questions générales qui concernent la place de l'école dans la société. Alors, je vais revenir sur le petit diaporama que je vous ai présenté, le petit diaporama d'accueil, dans lequel je vous disais, voilà, il y a des situations d'éducation, et voir celles qui vont ensemble et celles qui ne vont pas ensemble. Comment on pourrait les regrouper? Donc, vous aviez cette situation 1, la situation 2, la 3, la 4, la 5. Donc là, je vous aide un peu, c'est une construction de cathédrale, et il y a des gens qui apprennent à tailler les pierres. Et puis là, vous voyez, on bascule dans le temps, et c'est Star Wars avec un Jedi et son élève Jedi. 1936. Voilà, il est loin de 1936. Alors, voilà, je les ai repris là. Donc, qu'est-ce qui, d'après vous, juste 30 secondes, une minute, qu'est-ce qui, d'après vous, irait ensemble? On peut faire deux groupes. En gros, qu'est-ce qui irait ensemble? 1 et 2. 1, 2, 3. Et les autres, d'accord, voilà, super. Vous avez tout de suite repéré 1, 2, 3 ensemble, 4, 5, 6 après. Donc voilà, ça nous donne ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors qu'est-ce qui caractérise les trois premières? Vous allez voir pourquoi ça m'intéresse de partir de là. C'est parce que elles sont caractérisées parce que ce qu'un sociologue qui s'appelait Guy Vincent, qui est décédé il y a quelques années, appelait la forme scolaire. C'est ce que vous voyez dans les situations qu'on a vues, c'est que les trois premières situations, on a une situation frontale, un petit peu comme celle qu'on est en train de vivre. Il y a un maître, un professeur ou une professeure, et qui sont face à des élèves ou des étudiants. Et donc, Guy Vincent présente ceci en disant, ça c'est ce qu'on appelle la forme scolaire. Et la forme scolaire, elle est née au tournant des 16e et 17e siècles. 16e et 17e siècle, c'est le moment où on va inventer l'école telle qu'on la connaît, telle que vous l'avez toutes et tous connue, c'est-à-dire avec un maître, avec des élèves, des étudiants et un programme. Et on la caractérise, la relation pédagogique propre à la forme scolaire suppose un nouveau type de relation entre un maître et des élèves, asymétrique et codifié, parce qu'il faut voir par rapport à quoi ça se situe la forme scolaire. Ça se situe par rapport, vous avez vu, les trois autres situations, ce sont des situations d'apprentissage dans la vie quotidienne. C'est-à-dire vous avez des apprentis cuisiniers qui apprennent avec le maître cuisinier, vous avez des apprentis tailleurs de pierre qui apprennent sur les lieux d'élévation d'une cathédrale, qui apprennent
ensemble, et puis vous avez un chevalier Jedi qui apprend avec son jeune apprenti Jedi. Donc on a des situations complètement différentes. Et ce qui caractérise la forme scolaire telle qu'on la connaît, c'est-à-dire l'école telle qu'on la connaît, c'est un nouveau type de relation entre maître et élève qui est asymétrique et codifié. C'est-à-dire le maître, il ne fait pas avec, il est face aux élèves et il a une position asymétrique. Il y a, ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, un lieu spécifique dédié à l'enseignement. Quand on apprend à tailler les pierres pour ériger une cathédrale, il n'y a pas un lieu spécifique où on dit ah, tiens, aujourd'hui on va apprendre à tailler la pierre au Moyen-Âge pour monter une cathédrale. Non, là, il y a un lieu spécifique d'enseignement. Il y a une répartition des élèves par âge et par classe homogène, je ne vais pas plus insister, et il y a un mode d'enseignement simultané et des procédures rigoureuses d'évaluation. Et importance de l'écrit, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des programmes qui sont écrits. Avant, quand on apprenait sur le tas, c'est la manière dont on peut le dire, quand on apprenait sur le tas, il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de progression pédagogique, alors que là, on arrive à 16e, 17e siècle, cette idée de construction de l'école telle qu'on la connaît, ce que dit Vincent appelait la forme scolaire. Et ce qui va le plus nous intéresser ici, c'est cette question, c'est fondamental ce qui se passe. C'est l'idée qu'il y a un lieu d'enseignement spécifique dédié à l'apprentissage. Alors vous allez me dire, mais oui, il y avait bien des écoles au Moyen-Âge, dans l'Antiquité. Oui, il y avait des écoles dans l'Antiquité gréco-latine, au Moyen-Âge, mais elles n'étaient pas forcément repérées comme telles. Vous aviez, on sait par exemple, les premières universités au Moyen-Âge, les universités médiévales, il fallait à chaque fois, dans chaque cours, quasiment trouver un endroit où enseigner. On se retrouvait dans l'arrière, à côté d'une taverne, ou dans une salle à côté du presbytère. Donc il n'y avait pas de lieu spécifique, et puis il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de. L'enseignement n'était pas forcément simultané et frontal, hein, donc on enseignait avec. Donc voilà, on a un moment très très important qui est celui-ci. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais vous montrer, parce que ça va conditionner l'ensemble de tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant. Donc, quelques mots d'introduction dans lesquels je vais me demander l'école est-elle un monde amer? Alors on a vu, avec Guy Vincent, l'idée qu'il y a une invention de l'école, une forme scolaire, se tournant du XVIe et XVIIe siècle. Et l'idée fondamentale que je vais développer, c'est qu'il y a un lieu spécifique pour apprendre, un lieu qui est coupé du monde, qui est coupé du reste du monde. Et cette histoire du XVIe et XVIIe siècle, elle va s'inscrire, elle va s'installer dans les mentalités, dans l'imaginaire collectif, dans l'idéal d'une école coupée du monde. C'est-à-dire que, du fait de ce moment de l'histoire très important, XVIe et XVIIe siècle, où l'école se constitue comme étant un lieu spécifique d'apprentissage, ça va contribuer à ce qu'on ait tous, toutes et tous, une sorte d'imaginaire collectif, un idéal d'une école coupée du monde, et même on parle à certains moments de sanctuaire. Un sanctuaire, c'est-à-dire quelque chose qui est sacré, dans lequel il ne faut pas rentrer. Et pendant longtemps, on a une forme d'évidence. Le monde extérieur doit rester aux portes de l'école. Vous voyez, c'est cette idée que, voilà, c'est évident, l'école doit être protégée du reste du monde. Mais le monde extérieur, c'est ce que je vais vous montrer, traverse bien l'univers scolaire, de manière implicite ou explicite, de manière volontaire ou involontaire. Je vous donnerai quelques exemples tout au long de cette conférence. Et ça constitue finalement cette tendance qu'a le monde à s'installer, à pénétrer dans le monde scolaire, ça constitue une forme de tabou. C'est-à-dire d'une idée que l'on ne souhaite pas reconnaître, que l'on rejette au nom d'une forme de pureté de l'école. Alors si l'école, ça va être un lieu pur, un lieu supposé neutre de transmission des savoirs. Vous verrez que fin du 19e, tout début du 20e, il y a cette idée forte que l'école, ça doit être un lieu de transmission des savoirs, un lieu pur, une forme de pureté d'école. Et on va même l'affirmer en disant l'école, c'est fait pour apprendre à lire, écrire, compter. Pas autre chose, lire, écrire, compter. Et vous avez souvent des ministres, le nombre de ministres qui commencent leur ministère en disant maintenant, retour aux choses sérieuses, on va apprendre à lire, écrire, compter. Ça, c'est un extrait d'une bande dessinée dont j'ai lu le scénario, et dont je suis l'auteur, pas le dessin. On voit un ministre qui dit « J'ai décidé que l'école devait revenir aux fondamentaux, les élèves devront avant tout apprendre à lire, à écrire et à
qui a été très très souvent dit. Donc, vous voyez, il y a cette idée que l'école doit être un lieu coupé du monde, un sanctuaire, un lieu où on va acquérir des savoirs neutres, où on va apprendre à lire, écrire et compter, mais il y a un tabou dans tout cela, dans cette affaire, c'est qu'en fait, c'est pas ce qui se passe, c'est qu'on a bien le monde qui rentre, qui pénètre dans l'école. Alors, pour vous montrer comment cette question de l'école sanctuaire se pose, se pose même récemment, je vais vous donner on est toujours dans l'introduction, deux, trois éléments intéressants qui permettent de caractériser les choses. L'école doit être un sanctuaire. Pendant des décennies, on a plaidé pour une école ouverte. Il faut prendre une position inverse et travailler à resanctuariser l'école. Alors, je ne vais pas vous demander, d'après vous, qui a pu dire cela. Vous avez peut-être une idée, mais c'est François Bayrou, en 1996, ça ne vous rajeunit pas, qui, dans son plan de lutte contre la violence à l'école, qui avait dit cela. Je me suis tiré d'un article de Claude Lelièvre dans une conversation, et je ne résiste pas à l'idée de vous montrer François Bayrou à notre époque. À l'époque, il était ministre de l'Éducation nationale, puisque François Bayrou a été 4 ans ministre de l'Éducation nationale. Donc voilà, ça c'est un premier propos sur l'idée d'école. Alors vous voyez, il se dit, l'école était un sanctuaire, ça ne l'a plus été parce qu'on est dans les années 90, là au passage, un certain nombre de personnes disent, regardez ce qui s'est passé en mai 68, après ça a été n'importe quoi, et maintenant il faut resanctuariser l'école. Pour montrer que ce n'est pas toujours le même bord politique qui développe cette même idée, quelqu'un qui dit les écoles doivent rester des lieux où les jeunes soient le plus possible préservés des convulsions du monde extérieur. Possible pour préserver les convulsions du monde extérieur. Qui a pu dire cela? Eh bien, c'est Lionel Jospin. Lionel Jospin, en 1990, alors qu'il était également ministre de l'Éducation nationale. Et je ne résiste pas à l'idée de vous montrer Lionel Jospin à cette époque-là, on voit que le vote a changé à l'heure actuelle. Enfin, ça, c'est pas le thème de la conférence. Alors, un autre propos sur cette idée d'école coupée du monde, il convient qu'une expérience d'un si puissant intérêt social, donc cette expérience était l'expérience de l'école, se développe dans la sérénité. Ceux qui voudraient la troubler n'ont pas leur place dans les écoles, qui doivent, c'est le plus important, qui doivent rester l'asile inviolable, où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Et ça s'est dit dans une circulaire de 1936, 31 décembre 1936, par un ministre très important de l'Éducation nationale qui s'appelait Jean Zédé. C'est un grand ministre de l'Éducation nationale qui a eu un destin tragique, puisqu'il a été emprisonné par le régime de Vichy, puis assassiné par la milice en 1944, mais il a été pendant 3 ans, de 1936 à 1939, ministre, et donc on voit bien qu'il dit qu'il faut que l'école reste un asile inviolable. Et puis, à l'opposé, vous avez des personnes qui vous disent ben non, l'école, ça ne peut pas être un sanctuaire. Et vous avez par exemple quelqu'un qui dit l'école ne doit pas être un sanctuaire, mais plutôt un lieu d'expérimentation dans lequel on pourrait apprendre de manière différente. Ouvrir ces bâtiments sur la ville et ne surtout pas en faire des espaces interdits. Celui qui dit ça, c'est Olivier Klein, qui était maire de Clichy-sous-Bois. Alors, il a été maire de Clichy-sous-Bois de 2011 à 2022. Il a été éphémère ministre délégué chargé de la ville en 2024. Mais là il formule ce propos quand il est maire de Clichy-sous-Bois. Donc on voit bien qu'il y a des questions qui se posent sur cette question, est-ce que l'école est un lieu qui doit être isolé, un sanctuaire, protégé du reste du monde, ou bien non, il faut que l'école s'ouvre au contraire. Alors, je termine mon introduction ainsi, donc pour tenter de répondre à ces questions, on va avoir recours à l'histoire, qui montre que cette idée d'une école coupée du monde, eh bien, n'est qu'une illusion. C'est ce que je vais vous montrer. Ce n'est qu'une illusion parce que ça n'a jamais vraiment marché. Ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment le monde a traversé l'école dans l'histoire récente, à partir du 19e siècle. Montrer qu'il y a une question taboue. C'est une question taboue quand on n'en finit pas de rappeler que l'école doit être un sanctuaire. Oui, François Bayrou qui dit il faut sanctuariser l'école. Et puis je vous montrerai, je vais illustrer
illustrer très rapidement mon propos, là je reste sur des choses générales, mais je vais très rapidement illustrer. Deux exemples. Un exemple qui montre que l'école a été utilisée pour former des soldats et des patriotes à une période. Et on va voir qu'il y a des échos avec l'actualité. Et ensuite, un deuxième exemple sur la prévention de la santé, en particulier la lutte contre l'alcoolisme. Et puis je terminerai dans un troisième point sur le tabou des tabous, c'est-à-dire l'éducation sexuelle ou l'éducation à la sexualité. On a dit dans un premier temps l'éducation sexuelle et plus récemment on parle d'éducation à la sexualité. Donc voilà ce que je vais vous montrer. Donc ça me permet de vous présenter brièvement mon plan. Donc introduction école à monde à part, c'est ce que je vais vous faire. Ensuite, une réflexion sur le long terme, c'est sur les liens entre l'État et l'école. On va voir sur le long terme, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle à nos jours, comment ont évolué les relations entre l'État et l'école. Oh, pardon, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Ensuite, grand 2, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'évolution de la société dans l'école à travers un premier point, former des soldats et des patriotes, ensuite prévention, santé, lutte contre l'alcoolisme, et puis le tabou des tabous, l'éducation à la sexualité. Et je conclurai en vous demandant si on ne peut pas considérer que l'école est une sorte de conservatoire des valeurs de la société. Voilà, j'espère que c'est clair, vous voyez où on va. Pour le premier point, une réflexion sur le long terme, les liens entre l'école, l'État et l'école. Je vais m'appuyer sur les travaux d'un chercheur en sciences d'éducation qui s'appelait Bernard Charlot, qui s'appelait, parce qu'il est décédé il y a un mois ou deux, qui a écrit un ouvrage en 1994 qui s'appelle L'école et le territoire de nos espaces. Alors qui est très intéressant, parce que il parle de la fin du 19e siècle et il considère qu'il y a trois moments. Il y a un moment où l'État est un État éducateur. Après, l'État est un État développeur, puis ensuite un État régulateur, par rapport à l'école. Alors on va voir très concrètement ce que ça signifie. Donc, État éducateur, État développeur et État régulateur. Alors, premier moment, l'État éducateur. Donc, du 19e siècle, et surtout la fin du 19e siècle, la première partie du 20e siècle. Alors, on est dans quel contexte? Fin du 19e, ce sont les débuts de la Troisième République. La Troisième République qui commence en 1870. De 1870 à 1879, c'est pas simple, parce qu'il y a un président de la République, MacMahon, qui est royaliste. Mais voilà, à un moment donné, le président de la République, ce sera Jules Ferry, et qui va nommer un ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, qui est Jules Ferry, et Jules Ferry va promulguer ses lois, les lois Ferry de 1881 et 82. 81, c'est la gratuité d'enseignement primaire public, et 82, l'obligation d'instruction, pas l'obligation scolaire, l'obligation d'instruction et la laïcité, donc obligation de 6 ans à 13 ans. Ce sont des lois fondamentales, comme vous pouvez l'imaginer, c'est l'idée qu'il y a une obligation scolaire et l'idée de laïcité. Donc voilà, ça c'est un extrait j'illustre à certains moments par des dessins tirés de la bande dessinée dont je parlais tout à l'heure. Alors, ce qui est important par rapport à ce qui nous intéresse, c'est que avec cet avènement de la Troisième République et d'un État éducateur, il y a l'idée d'un renforcement de la place de l'État. L'État va être très très important et on va essayer en particulier de gommer toutes les différences locales. Vous voyez, par exemple, la chose la plus flagrante, c'est l'idée qu'on ne doit plus à l'école parler les patois, on doit parler français dans toutes les écoles, même dans les coins les plus reculés de Bretagne. Donc renforcement de la place de l'État, et il y a cette idée fondamentale qu'on est en République, on ne doit plus former des sujets de droit, on doit former des citoyens. Donc des citoyens qui doivent être des citoyens éclairés. Vous notez au passage que je l'ai laissé au masculin, puisque citoyenne, en tout cas, elle n'a pas eu le droit de voter avant 1944. Enfin, le premier vote, c'est 45. Décision en 44 et le premier vote en 45. Et voilà, ce qui nous intéresse par rapport à notre sujet, c'est qu'on exclut le local. Tout ce qui est local, tout ce qui tourne autour de l'école, tout ce qui est local, vous voyez, on le met de côté. L'État éducateur ne doit pas se préoccuper du local. Pourquoi? C'est étonnant cette affaire. Eh bien parce que le local, ce sont les notables monarchistes, et on veut surtout se tirer de cette affaire-là, la monarchie. C'est l'Église anti-républicaine, il y a quelques membres de l'Église qui sont républicains, mais il y a quand même un paquet
prêtres qui sont en totale opposition à l'idée de république. Il y a aussi les révolutionnaires socialistes, parce que, attention, Jules Ferry, c'est pas un socialiste du tout, hein, c'est un républicain, il fait partie du groupe de ce qu'on appelle les républicains opportunistes. Il est très très méfiant à l'égard des socialistes, même des radicaux, ce qu'on appelle les radicaux de gauche. Et donc, surtout, le local, ce sont les familles qui pourraient être influencées par tous ces mouvements d'idées, hein, c'est-à-dire la monarchie, l'Église, le socialisme. Donc, vous voyez, l'école, elle se construit, cette école de la Troisième République, elle se construit avec l'idée que, attention, il faut qu'on reste dans le local. Surtout que le local, regardez, c'est le monde de la diversité, de l'intérêt particulier, des spécificités culturelles. Voilà, l'école de Jules Ferry, l'école de la Troisième République, elle doit se garder de cette diversité. Tous les enfants apprennent la même chose en même temps. Il y a un programme qui est un programme national. Ça, c'est pas rien. C'est une construction. Il y a eu des premiers programmes un peu nationaux en 1833. Mais le moment où ça se développe, c'est vraiment ce moment-là. C'est-à-dire qu'il dit que l'enfant qui est dans une petite école à Bourgoin, il doit apprendre la même chose que l'enfant qui est à Quimper ou à Aix-les-Bains. Voilà. Donc, le local, attention, c'est la diversité, c'est l'intérêt particulier, les spécificités culturelles. Et en opposition avec, donc ce qu'on va valoriser, ce que va valoriser Jules Ferry et les Républicains, c'est l'idée d'unité de la République. L'unité de la République, ce que je viens de dire, c'est l'idée que ça doit être la même chose partout. On doit enseigner la même chose partout, on doit acquérir les mêmes savoirs partout. Vous voyez, c'est important. Alors après, je vous laisse penser, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, ça c'est là pour avoir un autre moment, enfin tout à l'heure. Et il y a cette idée d'universalité de la raison. Les républicains du début de la Troisième République sont des descendants des révolutionnaires, de la Révolution et des philosophes des Lumières. Il y a l'idée qu'on met tout en haut la raison, avec un vous généralement la raison. Et c'est ce qui conduit au passage à la colonisation, parce que je ne vous montre pas tout de suite celui-ci, parce que la raison est très très importante. Pourquoi la colonisation? Parce que pour Ferry, qui est un défenseur de la colonisation, il y a l'idée qu'on va répandre dans le monde entier, en particulier en Afrique et dans certains pays d'Asie, on va répandre les lumières, on va répandre la raison. Et c'est pour ça qu'on aurait pu se dire, après la chute de la royauté puis de l'Empire, le Second Empire de Napoléon III, on aurait pu se dire, voilà, la Troisième République arrive et elle arrête toute la colonisation, mais pas du tout. La Troisième République est et rentre à fond dans le principe d'une colonisation. Et juste pour illustrer, en 1900, regardez ce qu'un élève, c'est la couverture d'un cahier d'écolier vers 1900. Alors ça c'est une reproduction dans la BD dont je vous parlais. Donc vous voyez, le petit gamin, ils avaient ça, sur une couverture de cahier, on voyait les colonies françaises, et on voyait la France, la raison, et puis tous les gens qui sont en dessous. Vous voyez, physiquement c'est extrêmement intéressant, la composition de cette vie. Donc voilà ce que c'est que cet état éducateur. Alors je vais passer très vite sur les deux autres, parce que c'est pas ceux qui nous intéressent le plus encore possible. L'état développeur, c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout après des années 50 jusqu'à 75, l'état développeur. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'école? Ça veut dire que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'idée d'importance de la croissance et un renforcement de la concurrence économique entre les États. Et on s'aperçoit, les économistes se disent, les facteurs classiques d'explication de la croissance, ce qu'on avait d'habitude, le capital, le travail, la terre, sont insuffisants pour expliquer les choses, pour expliquer la croissance. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme idée? Eh bien, l'éducation. L'éducation apparaît, regardez le terme utilisé, comme un investissement. On n'est plus dans l'éducation, il faut éduquer, former les citoyens, on est dans l'idée, il faut que l'école soit d'une certaine façon inféodée à l'économie, je le sais un petit peu fort, on va dire, l'école soit pilotée, pilotée par l'économie, c'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'on va adapter l'école aux besoins de l'économie. C'est le moment où, par exemple, il y a une nouvelle logique qui se développe, déjà sous la 4e République, mais surtout au début de la 5e République, la planification. C'est-à-dire on va planifier, on va se dire, voilà, il faut qu'on ait tel niveau de croissance dans tel secteur. Il faut qu'on ait, faut développer l'agriculture,
procure à tel niveau, on donne des chiffres, hein, c'est ça la planification. Et donc on va planifier aussi les diplômes. Et en particulier, je donne juste cet exemple-là, 1966, création des IUT, Institut universitaire de technologie, qui existe toujours. Pourquoi on crée des IUT? Il y a plein de raisons, il y en a une qui est importante, c'est qu'il manque des professionnels entre les ouvriers qualifiés, techniciens et les ingénieurs. Il manque quelque chose entre les deux. Alors il y a eu des BTS qui ont été créés en 1959, mais ce n'est pas suffisant. Et donc on va créer les IUT. C'est typiquement quelque chose qui relève de l'état développeur. C'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, on a besoin de techniciens, on ne se préoccupe pas des besoins, des envies des enfants, des familles. Non, non, attendez, c'est l'économie qui pilote. D'accord? Vous voyez l'idée? Et oui, voilà, en fonction des besoins de l'économie. Et j'en arrive très rapidement à l'état régulateur, des années de crise. La crise économique à partir des années 75, la crise du pétrole 73, et arrive 1981. Qu'est-ce qui se passe en 1981? Élection de François Mitterrand. Voilà, François Mitterrand. Et il y a dans ses propositions, il y avait un terme qui était important, qui était l'idée de décentralisation. Il va nommer un ministre qui s'appelle Gaston Defferre, qui était maire de Marseille, et qui va être ministre de l'Intérieur, qui va lancer, à partir de 1982, une politique de décentralisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la décentralisation? Ça veut dire que, eh bien, on va partager un peu le pouvoir. Avant, dans l'État éducateur et l'État développeur, tout partait de Paris. C'est Paris qui décidait. C'est Paris qui décidait des programmes, c'est Paris qui décidait des ouvertures de collèges, de lycées. À partir de là, partage des tâches. Doucement, mais sûrement. Hein, c'est-à-dire que les régions, par exemple, ont en charge, dans un premier temps, la construction des lycées, les départements, les collèges. Les communes, des écoles, ça c'est beaucoup plus ancien, ça date du 19e siècle. Hein. Mais donc il y a un partage du pouvoir. Et donc à partir de là, l'État a un nouveau rôle. L'État doit désormais plutôt impulser, animer, mettre en cohérence, contracter, évaluer. Vous voyez, c'est des mots qu'on utilise beaucoup à partir de cette période-là, contracter, évaluer. Et c'est aussi le moment où le système scolaire est de plus en plus considéré comme une entreprise, en particulier les établissements scolaires qui ont un renforcement de leur autonomie. Hein. Les établissements scolaires, c'est à partir de là qu'on les appelle les EPLE, établissements publics locaux d'enseignement, établissements publics locaux. Vous voyez le mot M, locaux. Alors au début, je vous souviens, l'État éducateur, je me disais, on laisse le côté local. Là, à partir de là, le local est important. Et on a de plus en plus ces chefs d'établissement qui seront considérés comme presque des chefs d'entreprise. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer à travers ce premier grand point, la vision sur le long terme, et bien entre l'État et l'école, c'est que, eh bien, dans un premier temps, on a une école qui se définit comme étant coupée vraiment du local. Il ne faut pas que le local rentre, on a peur du local. Attention, les monarchistes, tout ça. Et puis petit à petit, l'école va être traversée par des questions, par des demandes de l'économie. Et puis là, maintenant, l'idée de partage du pouvoir avec les pouvoirs locaux. Juste pour information, il y a ce qu'on appelle le PRDF, Plan Régional de Développement des Formations, je crois qu'il y a un autre nom maintenant. PRDF, qu'est-ce que c'est? C'est c'est l'ensemble des décisions d'ouverture et de fermeture des formations professionnelles sur une région. Et qu'est-ce qui décide? Si on avait été au début du XXe siècle, qu'est-ce qui décidait des ouvertures de formation? C'était l'État. Là, c'est une concertation entre l'État et les régions. On va décider d'ouvrir un CAP boulanger à tel endroit, c'est la région et l'État qui décide. L'État, c'est le rectorat en l'occurrence. Alors on arrive au deuxième point, grand 2, l'évolution de la société dans l'école, avec un premier point, former des soldats et des patriotes. Alors là, ça va, vous voyez, je ne fais pas de politique. À chaque fois, sur les deux exemples que je vais donner, je vais partir de la situation actuelle. Les questionnements actuels qui ne sont pas nouveaux. Alors, j'ai tiré ça du ministère, où on voit, mise à jour janvier 2026, les cases de défense et de sécurité globale qui existent à l'heure actuelle. C'est même une création depuis 2005, mais ils ont pris une place de plus en plus considérable, puisque vous savez que le chef d'état-major des armées a fait un discours à l'Assemblée des maires il y a 2 mois en disant qu'il fallait se préparer à perdre nos enfants. C'est quelque chose qui a suscité un émoi très compréhensible. Et vous voyez quelques exemples, par exemple
le syndicat de SNES, FSU, a dit l'avenir de la jeunesse ne peut être la guerre. Je vous donne d'autres exemples. Ça, c'est sur le site du Sénat. On dit service militaire, nos enfants doivent-ils se préparer à la guerre? Et sur le site de EFO, syndicat des corps d'inspection de EFO, non à la militarisation de l'école publique, non à la préparation de la jeunesse à la guerre. Donc, juste pour vous montrer que il y a une question qui se pose à l'heure actuelle de manière tragique, et on va voir que, donc là, on voit au passage que les questionnements de l'extérieur pénètrent l'école. Vous voyez, mais alors, c'est une vieille affaire, ça, puisque je vais vous parler d'une histoire incroyable. Enfin, à l'origine, je disais histoire incroyable, mais finalement, elle est plus si incroyable que ça, du fait de des deux diapos que j'ai vu montrer. Des bataillons scolaires. Alors, qu'est-ce que sont des bataillons scolaires? Alors, je vous donne un élément de contexte. On est après la défaite de 1870. Vous savez, il y a eu une guerre entre la Prusse, l'Allemagne-Prusse et la France, et alors les Français se sont pris vraiment une raclée, ils se sont fait battre, et avec toute l'humiliation possible, hein, le chef de la France, qui était l'empereur Napoléon III, il a même été emprisonné à Sedan. Donc voilà, au niveau orgueil, on a pris un coup, et puis un truc terrible. Ça, c'est une représentation d'un maître d'école après 1870 qui montre une carte de France. Alors, vous voyez sans doute pas tout à fait bien, mais il montre, avec sa baguette, il montre ce qu'il y a tout à l'est, c'est l'Alsace-Lorraine, et qui est peinte en noir. Tout le reste, c'est dans les jolies couleurs, tout ça, mais en noir. Il y a l'Alsace-Lorraine, puisque la France avait perdu l'Alsace-Lorraine. Vous voyez le contexte? Alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se dit, la revanche. Il faut qu'on récupère l'Alsace-Lorraine. Il faut qu'on retrouve notre honneur, qu'on retrouve nos terres. Et donc c'est ainsi qu'on va dire, eh bien, la meilleure façon de procéder pour se préparer à une éventuelle autre guerre, on souhaite un petit peu pour pouvoir récupérer tout ça, c'est former des soldats par l'école. Et il y a une commission d'éducation militaire qui est créée par Paul Bert. Paul Bert, c'est un personnage important. Il a été ministre de l'instruction publique avant et des cultes. Avant Jules Ferry, il a été député. C'est un scientifique de très haut niveau, un spécialiste de la respiration, la physiologie de la respiration. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça n'a aucun intérêt par rapport à notre sujet. Mais donc voilà, il est là, Paul Bert, et il écrit dans un discours du 6 août 1882, il utilise des expressions qui sont assez étonnantes. Il parle de l'importance de créer une éducation militaire pour permettre une surexcitation morale et une religion de la patrie. Alors je vais vous montrer juste le contexte du discours, enfin le reste du discours. Alors pardonnez-moi, je ne fais jamais ça, mais là je le fais, il y aura tout comme ça, dans lequel j'essaie toujours de ne pas mettre trop de choses sur le diapo, mais c'est juste pour vous commenter ce texte. Voilà ce que dit, donc vous imaginez, Paul Bert qui fait son discours et qui dit je pense qu'il y aurait un immense avantage à faire des réunions de jeunes apprentis soldats, des fêtes dont ils seraient à la fois l'objet et le sujet. En outre de l'enseignement militaire, ils y trouveraient la surexcitation morale. Surexcitation morale. La morale est très importante chez les républicains de la Troisième République. Et là, c'est pas n'importe quoi, c'est la surexcitation morale. Encore plus haut. Il faut des sentiments élevés, une pensée unique. Il faut une foi commune pour un peuple sans quoi il ne serait qu'une agrégation d'hommes juxtaposés par des intérêts communs. C'est cette religion de la patrie, je veux dire le terme utilisé, on est dans quand même une république qui se définit par la laïcité, qui prône une loi de 1882 sur la laïcité. On parle de la religion de la patrie. Et regardez, on continue même, on dit c'est ce culte. Et cet amour à la fois ardent et raisonné, dont nous voulons pénétrer le cœur et l'esprit de l'enfant, dont nous voulons l'imprégner jusqu'au bout. Donc vous voyez, c'est tiré d'un bouquin écrit par l'historien Claude Viette. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée que il faut qu'on les forme, ces petits jeunes. Alors, et c'est ainsi que le 6 juillet 1882, c'est un discours qui est passé à ce discours, mais il y a d'autres discours qui préparaient ça. Un décret du 6 juillet 1882 qui est signé par Jules Crévy, président de la République, par Jules Ferry, ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts, le général Jean-Baptiste Biot,
ministre de la guerre, pas ministre de la défense, ministre de la guerre, et René Godlet, ministre de l'Intérieur. Et qu'est-ce que c'est? C'est donc, on dit, tout établissement public d'instruction primaire ou secondaire pourra, sous le bataillon scolaire, rassembler ses élèves pour les exercices gymnastiques et militaires pendant toute la durée de leur séjour dans les établissements d'instruction. Donc on va créer des bataillons scolaires dans les écoles. Alors je n'ai pas le temps de vous donner tous les détails sur la création, mais quelques éléments qui permettent de bien comprendre la logique. Jules Ferry qui dit en juin 82, nous croyons que l'éducation militaire ne pénétrera complètement dans nos mœurs scolaires qu'après que l'instituteur sera devenu lui-même un professeur d'exercice militaire. Et alors c'est vrai que si on regarde le texte de 1882, de mars 1882 qui présente, qui définit l'obligation et la laïcité, on donne dans l'article 1 les matières qui vont être enseignées. Donc au passage, on enlève toute référence à la religion. Alors que dans tous les textes précédents, il y avait le premier enseignement, c'était la religion. Et là, on est dans le cadre du loi sur la laïcité, il n'y a plus la religion, il y a la morale, l'éducation morale, qui est en premier, et parmi tout cela, à un moment donné, vous avez l'éducation, l'instruction militaire. Instruction militaire pour les garçons et les travaux d'aiguille pour les filles. Voilà. Comme ça, les choses sont bien claires, et puis ça permettra aux filles de recoudre les bons gars qui sont faits par l'interprétation. Et il dit, loi scolaire, justement, pardon, c'est ce que j'étais en train de dire, inclut les exercices militaires dans les matières obligatoires pour les garçons. Hein, donc vraiment, vous voyez, hein, on a bien cette idée, hein, quand je vous dis l'école n'est pas un sanctuaire indépendamment de ce qu'il y a à l'extérieur, on voit que la société pénètre dans l'école. Et je vous montre juste pour le plaisir une chanson de Henri Chantalouane qui date de 1889, la chanson des bataillons scolaires, il y en avait plusieurs, hein, et qui dit la chose suivante: nous sommes les petits-enfants de la vieille mère patrie, nous lui donnerons dans 10 ans une jeune armée aguerrie. Nous sommes les petits soldats du bataillon d'Espérance, nous exerçons nos petits bras à venger le nom de la France. Rien que ça, c'est les petits bras au nord de la France. Vous voyez? Et donc, comment imaginez les petits garçons, pas les petites filles, les petits garçons qui sont baignés dans cette histoire-là, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Alors, je vous parle juste d'une petite parenthèse. Jean Massé, il y a plein de classes, Jean Massé, Jean Massé, l'école Jean Massé, c'est un personnage très très important parce qu'il crée la Ligue de l'enseignement, qui existe toujours et qui fait un travail remarquable en matière d'éducation populaire. Mais je vous rappelle, maintenant, vous avez dit la Ligue de l'enseignement ne l'utilise plus, mais à l'époque, la devise de la Ligue, c'était pour la patrie, par le livre et par l'épée. Par le livre et par l'épée. C'est étonnant ça. Quand j'avais découvert ça, il y avait une sorte de révérence absolue à l'égard de la Ligue de l'enseignement que j'ai toujours. Je me suis dit, waouh, quand même, c'était étonnant. Et il nous disait, ce brave Jean Massé, l'important c'est de commencer tout de suite et de donner les campagnes de France, le spectacle de leurs enfants, se préparant dès l'école à défendre le sol de la patrie. Donc vous voyez, c'est vraiment très très prégnant chez tout le monde, y compris des personnes qui sont, on pourrait dire, c'est les conservateurs, tout ça, mais non, c'est tout, enfin une bonne partie, pas tous, une bonne partie de la population. On verra qu'il y a des oppositions. Alors on a le souci de mimer la réalité. Regardez, ça c'est un circulaire de 1883 qui dit: en vue de donner satisfaction à diverses demandes, il a été décidé que les armes employées pourraient à l'avenir être munies d'épées baïonnettes, rassurez-vous, sous la condition que ces épées auront leur pointe arrondie. Vous voilà rassurés. Les pointes arrondies, mais vous imaginez la violence de. Enfin, je ne peux pas vous dire parce que j'ai une très piètre expérience de la baïonnette, mais donc voilà, donc, vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Et puis surtout, dans le décret du 6 juillet 1882, on parle des fusils. Le bataillon scolaire ne pourra être armé que de fusils conformes à un modèle adopté par le ministre de la Guerre et poinçonné par l'autorité militaire. Il y aura 3 conditions. C'est que les fusils ne doivent pas être trop lourds, parce que vous voyez, c'est des enfants alors à partir de 12 ans. Donc c'est après ça va baisser un petit peu, pas trop lourd. On doit trouver les mécanismes du fusil de guerre et il ne doit pas faire feu. C'est rassurant ça. Sauf que, je vous le dirai tout à l'heure, à partir de 14 ans, ils ont le droit de tirer avec des vrais fusils. Alors c'est hyper contrôlé, mais quand même, des vrais fusils, 14 ans.
Et regardez, ça c'est une affiche que j'ai trouvée. On fait la pub pour, regardez, on a quelque chose qui est étonnant, des fusils scolaires. Fusils scolaires, ça fait presque, enfin, c'est une sorte d'oxymore, hein, on pourrait penser, fusil scolaire. Voilà. Donc, et regardez de quoi c'est tiré du journal des instituteurs. Donc vous étiez instituteur, ou institutrice, mais instituteur en l'occurrence, là vous aviez la pub pour les fusils scolaires. Si vous allez au musée à Saint-Étienne, le musée, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a plein d'armes, vous avez des fusils scolaires qui sont présentés. Et l'arrêté du 6 juillet 82 dit donc qu'effectivement les élèves âgés de 14 ans ou moins pourront, et s'ils sont jugés aptes, seront conduits au stand de champ de tir. Et donc ça c'est juste pour vous rassurer, les fusils sont stockés dans les caserne de gendarmerie ou dans les magasins, les corps de troupe. Voilà, hein, on contrôle. Franchement, ça va être bien contrôlé. Mais, voilà. Alors, cela dit, l'expérience va durer 10 ans à peu près. 1882, 1892, 1892, il y a un arrêté, un décret qui met fin au bataillon scolaire. Vous verrez que ça continue quand même d'une autre façon. Donc c'est une circulaire de 1892 qui dit que non. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des oppositions de toutes parts. Au début, on était assez contents parce que les élèves, ils faisaient, vous imaginez, ces petits gamins, ils apprenaient à tirer, ils marchaient beaucoup. Hein, j'allais voir des détails sur ce qu'ils faisaient, ils marchaient beaucoup. Ils faisaient beaucoup de marches avec leurs fusils, en bois, plus ou moins en bois. Ils faisaient tous les gestes pour tirer. Et ils accueillaient souvent, on faisait appel à eux quand il y avait une personnalité qui arrivait au village. Par exemple, Victor Hugo est venu à un moment, dans je ne sais plus quelle ville, il a été accueilli par les bataillons scolaires. Mais ça ne plaisait finalement pas tant que ça, parce que il y avait d'abord un certain nombre d'instituteurs et d'institutrices qui trouvaient que ce n'était pas une bonne idée. Et puis il y avait par exemple Gustave Hervé, socialiste, qui était antimilitariste et qui trouvait inadmissible qu'on apprenne aux jeunes gens à faire la guerre. Alors vous allez dire, ouais, mais s'il n'y a que. Là, il n'y avait pas qui était contre. Il y avait aussi l'armée. L'armée, finalement, il y avait une bonne partie de l'armée, il y en avait qui étaient d'accord, et puis d'autres qui disaient, mais ces enfants qui défilent en uniforme, ça ridiculise l'armée. Parce qu'ils avaient, éventuellement, c'était pas obligatoire, mais souvent ils avaient un uniforme. C'était pas obligatoire, mais s'ils avaient un uniforme, il devait être validé par le ministère des Armées. Et puis, même l'Église est tout à fait contre cette loi. Et bien parce que, normalement, ils devaient faire les exercices, c'était en dehors de l'école. Donc c'était en dehors de l'école, c'était le jeudi. À l'époque, le jeudi, c'était le jour de congé, au milieu de la semaine, c'était pas le mercredi, et le dimanche. Or, le jeudi, qu'est-ce qu'on fait? Catéchisme. Le dimanche, la messe. Donc, il perdait plein d'élèves, donc c'était pas très content. Donc, ce qui fait que, rapidement, ça a disparu. Mais, il y avait plein de fusils. Là, de petits fusils, on n'allait pas les jeter. Donc, on les a gardés, et il n'y avait plus les bataillons scolaires en tant que tels, mais il y avait des sociétés de tir qui se sont instaurées, développées. Il y en avait déjà avant 1882, mais elles se sont développées, et donc les enfants ont continué à apprendre à tirer, et même, il y a un texte de 1893 qui dit que, vous avez vu, je vous ai dit, dans les bataillons scolaires, on pouvait tirer pour de vrai à partir de 14 ans. Mais là, ça a baissé à 10 ans. Vous imaginez 10 ans, le petit gamin. Vous imaginez dans votre entourage, vous avez un petit garçon de 10 ans, vous imaginez. Alors, ça va, c'est clair? Donc, alors, je suis toujours sur le thème former des soldats et la patrie, mais on va un petit peu aller plus loin dans le temps. Je regarde l'heure. Oui. On va aller plus loin dans le temps. On va voir comment on formait des patriotes pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous l'occupation, sous le régime de Vichy. Donc vous voyez une représentation du maréchal Pétain, vous voyez la devise du régime de Vichy, travail, famille, patrie, qui a remplacé la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et donc vous allez voir comment, à l'intérieur de l'école, on a valorisé la patrie, mais aussi le travail et aussi la famille. Et ça, on voit à travers les bons points du maréchal. Vous savez, les bons points, c'est ce qu'on donnait, on donne peut-être encore maintenant, aux enfants quand ils ont bien travaillé, quand ils sont hyper sages, on leur donne un bon point, quand ils ont un certain nombre de bons points, ils ont des images comme ça. Et bien, ça existe depuis longtemps, les bons points.
pourrais vous parler de l'histoire du Bonpoint, mais bon, voilà. Pétain, enfin, sous ses sbires, crée des bons points qu'on appelle les bons points du maréchal. Donc les bons points du maréchal, voilà, c'est un livre qu'on donnait aux élèves méritants, et dans ce petit livret, ils pouvaient coller les bons points qu'ils avaient gagnés. Et donc les bons points du maréchal, ils étaient faits de la manière suivante. Il y avait d'un côté une image, et de l'autre côté, du bon point, c'était pas des tout petits bons points, c'était des bons points comme ça à peu près. De l'autre côté, il y avait un petit texte. Et là, je vous en montre 2-3 juste pour que vous voyez, je n'ai pas le temps de plus développer, mais si vous êtes intéressé, vous allez sur le site de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, vous allez les trouver, et c'est savoureux de voir, c'est savoureux et terrible en même temps de voir ce qui est écrit. Donc là, par exemple, c'est quelque chose sur, voilà, on s'en sert soi-même en premier, le maréchal de France. Pétain. En 1918, le 19 novembre, dans Metz, reconquise, le général Pétain reçoit le patron de maréchal des mains de Raymond Poincaré, président de la République. L'hommage de la France, reconnaissant qu'elle est ainsi au grand soldat vainqueur, le destin de réserver d'autres hommages à l'heure du grand malheur français. Le malheur français, c'est l'occupation. Et là, on voit tout de suite la valorisation du grand soldat, celui qui est supposé avoir été un vainqueur de Verdun, idée qui est très très discutable, disputée par les historiens. Et je vous donne juste un exemple, ça c'est l'aspect travail, famille, patrie, travail, il faut travailler la terre, travailler dans la forêt, et attention, on se méfie de tout ce qui est un peu intellectuel. Le travail intellectuel, ça c'est pas trop bien. Mais ça, voilà, le travail forestier avec la collier et la hache, on descend le tronc d'arbre, et c'est toute une équipe solide et vaillante qui prépare les redins, les navires, l'herbe de la forêt, gonfle les jeunes poitrines. Et puis, donc ça, on donnait ça aux élèves, hein, voilà, on est dans l'école. Alors ça, je trouve assez passionnant, c'est Bournazel. Bournazel, c'était un capitaine de l'armée qui était dans des troupes coloniales. Et c'est intéressant parce que la France vient de perdre contre la marine nazie. Et donc, on essaie de montrer que quand même, on n'était pas mauvais parce qu'on avait plein de colonies. Ah, c'est un petit peu ça. Donc, regardez, héros du sable, beau capitaine français, au vaste manteau rouge dont la témérité et le courage faisaient l'admiration des soldats du désert qui le suivaient, autant que des premiers arabes qui combattaient jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort héroïque, après qui montrera le combat. Donc voilà, vous voyez là, on va valoriser les héros. Et en plus des héros qui sont des colonisateurs qui montrent la grandeur passée de la France. Avec l'idée qu'on va se rattraper. Quoi. Et puis il y a le travail famille-patrie. Dans le travail famille-patrie, la famille, alors le foyer, vous aviez la pauvreté domestique. La pauvreté, c'est appliquer à la maison le souci d'éviter la saleté des soins du foyer que le dévouement de la femme assure un travail constant, cette netteté qui fait que la demeure est agréable et que l'on aime y rester. Voilà, donc il y a la présentation du rôle de la femme, il n'y a aucune ambiguïté. Alors, à la décharge de cette époque, avant la guerre, c'était quand même un petit peu comme ça aussi, et après la guerre, ça reste encore un petit peu comme ça. Enfin là, c'est quand même, c'est presque, c'est théorisé en quelque sorte, et puis c'est vraiment, on demande aux petites filles de bien comprendre que voilà, c'est ça leur futur rôle. Et puis juste pour terminer sur ce thème, le foyer, la vie familiale, une des bases de l'existence française, c'est la vie familiale. Le maréchal en a posé les principes les plus nets, la famille est le groupe essentiel de l'État français, autour du père et de la mère. Les enfants se rassemblent dans une communauté de chaleur, de tendresse et de foi. Et de foi, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a bien l'idée, attention, on n'est plus dans un état laïque. Hein, la loi de 1882, elle est point. Et on pourrait en parler si vous voulez, mais voilà. Donc on voit bien que dans l'école, on va profiter de l'école pour transmettre ces valeurs. Et puis je termine juste sur les bons points du maréchal, sur Pétain, c'est qu'il y a aussi des bons points sur les grands hommes. Donc il y a par exemple Pasteur, il y a par exemple Curie, les frères Lumière et Branly, les trois Branly. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des grands hommes. Alors vous allez dire, mais il n'y a peut-être pas de grandes femmes, mais si. Alors il y a beaucoup plus que ce qu'on pense maintenant, mais en plus, il y en avait une qui était connue, Marie Curie. Alors c'est assez intéressant parce que Pierre Curie, il a eu un prix Nobel avec sa femme. Et Marie Curie, toute seule, parce que on trouve que Pierre Curie était mort, mais elle a eu un deuxième prix Nobel en 1911.
Et dans le texte, je ne l'ai pas mis, mais dans le texte, on dit que Marie Curie a aidé son mari à obtenir le prix Nobel. Vous voyez, on imagine la petite main là, qui est dans son coin. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Voilà, je vois un peu, mais... Donc voilà, tout ça pour vous dire, c'était mon deuxième exemple. Former des soldats et des patriotes, c'était vraiment l'école. Donc l'école est traversée par ces questions, par cette volonté de transformer les mentalités. Je vais vous montrer un deuxième exemple, la prévention santé et la lutte contre l'alcoolisme. Alors ça, c'est vraiment intéressant aussi. Alors, on va partir aussi de questionnement actuel, comme je vous ai montré tout à l'heure. On a, là c'est tiré du site du ministère de l'Éducation nationale, il y a des actions qui sont faites pour le bien-être et la santé des élèves, ou pour la prévention des conduites addictives, ce qui est vraiment très très bien. Vraiment, je pense que c'est... Enfin, après on peut en discuter, est-ce que c'est rôle de l'école? Mais en tout cas, à mon sens, c'est vraiment une bonne idée de se préoccuper de ces questions-là. Et puis en plus, on est dans un contexte où on est 27 janvier, on est encore en mois de janvier, donc c'est le contexte du January. Alors, il va se passer quelque chose d'étonnant au début, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, c'est que l'école, la société, va être confrontée à une sacrée contradiction. Une contradiction à résoudre. Alors vous allez voir ce que ça va faire. Premier point de la contradiction, c'est pas encore une contradiction, vous allez voir, premier point, l'alcool est un fléau. Très rapidement, on voit que l'alcool, vraiment, c'est quelque chose qui pose vraiment d'énormes problèmes. Donc, l'alcoolisme, c'est pas l'alcool, c'est l'alcoolisme qui est un fléau. Je m'appuie sur les travaux d'Agnès Sandras et de Luc Grandchou. Je cite toujours les sources. C'est par exemple un texte qui était écrit en 1900 par une personne, Louise Robinovitch, qui écrit un rapport sur le lien entre la criminalité des enfants et l'alcoolisme des parents. Voilà, c'est juste un exemple que je vous montre pour vous montrer l'état de la société. On n'est pas encore dans l'école, mais sur l'idée qu'il faut lutter contre l'alcoolisme. On a des images terribles qui montrent donc voilà, l'alcool tue. On voit un monsieur dans un hôpital qui est vraiment en forme avec sa famille, le bébé, et bon, enfin, ça ne va pas vraiment. Et puis le démon de l'ivrognerie, donc là on a une matérialisation de l'ivrognerie à travers ce démon avec des grandes griffes et des ailes. Voilà, ça c'était pour faire peur. Et la société se préoccupait vraiment de cette question. L'alcoolisme est un fléau et ça s'inscrit dans un courant hygiéniste et social. On veut lutter contre la pauvreté, on veut lutter contre un certain nombre de fléaux, mais en particulier de l'alcoolisme. Mais c'est bien. Mais dans notre société, c'est là qu'on a une petite contradiction, même une énorme contradiction, c'est que le vin, c'est une boisson qui, dans la société française de la fin du 19e et du début du 20e siècle, est très valorisée. Je vous en donne juste un exemple célèbre. Quelqu'un a dit le vin la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Pasteur. C'est Pasteur. Le grand Pasteur a dit ça. Alors, je vais tout de suite le nuancer. J'ai lu des travaux qui disent qu'il a nuancé ça après parce que c'était du vin très très peu alcoolisé. Bon, ça ne change rien. Mais n'empêche qu'il a dit après, ah oui, là, si on augmente le degré, là, quand même, c'est moins bien, je vais remettre beaucoup d'eau. Mais voilà, vous voyez, alors, je continue. Et puis en plus, donc c'est une boisson très valorisée, puis il y a des groupes de pression qui ont des appuis politiques parmi les députés, en particulier les députés et les sénateurs qui sont dans des régions viticoles. Ça, ouais. Et on a un exemple, je prends que cet exemple-là, les viticulteurs du Midi et la guerre de 14-18, ils sont très présents, ils vont faire distribuer gratuitement du vin pour les soldats étrangers. Et l'année d'après, le ministère de la guerre a commandé des litres et des litres de vin pour donner aux combattants, aux poilus dans les tranchées. Et ça, il y avait un petit côté, voilà, pour leur faire plaisir sans doute, le contexte. Et puis c'était aussi, ça inhibait leur résistance quand il fallait sortir des tranchées. Vous voyez ? Mais donc voilà, ça c'est des représentations, vous voyez, carte postale, on voit là qui
qui verse un verre de vin poilu. Et là, vous voyez, les soldats, c'est une photo célèbre. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une contradiction dans notre affaire. Et l'école dans tout ça. Dans l'école apparaît, donc vous voyez, même si au début, je vous disais, dans mon grand tas, je vous disais, l'école état éducateur, on fait abstraction du local, vous regardez à ce moment-là, l'école apparaît comme un lieu de lutte contre l'alcoolisme. Donc voilà, par exemple, il y avait des bons points qui étaient donnés. De ce truc-là, des affiches qui étaient montrées. Donc on voit un homme qui, vous voyez en haut à gauche, qui essaye de résister à la tentation d'aller dans un bistrot. Finalement, il y va. Et puis après, c'est le début de la fin. Vous voyez Louis sur le lampadaire. Et puis là, il est tout seul, il n'a plus de famille, il est tout seul, avec les yeux hagards. Donc, très bien plu. Mais en même temps, donc voilà, l'école, en montrant des images comme ça, on va lutter contre l'alcoolisme, mais ça doit être aussi, l'école, un lieu de promotion du vin. Vous voyez, quand le titre de ma conférence, c'est « Les contradictions de la société à travers l'école ». Là, on a une belle contradiction. Et là, vous avez des choses étonnantes. Alors, moi, vous savez, pendant longtemps, on a écrit à la plume. Certains d'entre vous ont des souvenirs émus de cette époque. Et donc, on disait des buvards. Les buvards, des fois, ils étaient tout roses. Et des fois, il y avait des publicités. Entre parenthèses, on faisait des publicités sur les buvards. Et je vous en montre une. Le vin, essence de joie et de santé. Vous imaginez les petits gamins de 7-8 ans, ils écrivent, oh, ils ont fait une tâche pour en prendre le buvard, et voilà. Donc, c'est assez étonnant. Et puis, je vous rappelle, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, qu'on servait du vin dans les cantines jusqu'en 1956. Donc, vous voyez, une image où on voit, bon, là, c'est une image qui a été refaite, mais c'est juste pour dire qu'on pouvait servir dans les cantines jusqu'en 1956. Après 1956, c'était pas totalement impossible. Quand on avait plus de 14 ans, on pouvait encore. On mettait du l'eau, tout ça. Donc voilà, vous voyez, l'école, c'est un lieu de lutte contre l'alcoolisme et de promotion du vin. Comment on va pouvoir résoudre cette contradiction? Eh bien, il y a une affiche très célèbre, qui est une affiche terrible, qui est la suivante. Alors, elle est géniale, cette affiche. Elle faisait peur, vous imaginez, elle était dans un coin, pas dans un coin, sur un mur de la classe. Il y a des fois, on la sortait, on la montrait et on la commentait. Et regardez, il y avait cette image, vous voyez le monsieur avant et après. C'est le même monsieur, mais voilà, vous voyez, donc l'état. Et moi, je me souviens avoir vu des images, ce n'est pas celle-ci, mais de ce type-là, vous voyez l'estomac, regardez l'estomac en haut, les organes sains, et l'estomac en bas, le foie, le cœur, c'est terrible le cœur, les reins, je ne vous en parle pas, quant au cerveau, voilà. Donc, là, on est plutôt dans la phase lutte contre l'alcoolisme. Mais regardez ce qu'il y a à gauche. Vous voyez en haut, il y a écrit boisson naturelle bonne. Et à côté, vous avez alcool industriel, pour que les gamins comprennent bien, mauvais. Bonne, mauvais. Et donc, voilà, il y avait quoi? Il y avait le vin, le cidre, le poiré, la bière, ça va. Mais alors, les écoles industrielles de grains, et en particulier, il y avait quelque chose qui, vous allez voir, comme on fait du pied à 3 coups, c'est qu'il y avait un alcool de grains qui était fait à base de pommes de terre, qui venait d'Allemagne, qui s'appelait des Kartoffelschnaps. Pommes de terre, Schnaps, Kartoffelschnaps. Et là, on disait, ben voilà, ça c'est un bon alcool. Et on montrait ça avec une petite expérience. On montrait, regardez, un cochonnin dans l'atmosphère, il boit du vin. Alors on lui fait boire du vin, on va être un petit peu étourdi, et puis après il repart de plus belle, peut-être même qu'il est encore mieux qu'avant. Et là, vous avez quelqu'un qui boit, un cobaye qui boit un alcool industriel. Alors là, sans doute du Kartoffelschnaps. Regardez, il est bien. Là, on voit que ça va pas bien, puis alors là, ça va vraiment pas bien. Et alors, c'était génial parce que cette image, elle permettait de lutter contre l'alcoolisme, l'attention, les organes, tout ça, de faire la promotion du vin, deuxième intérêt, et troisièmement, au passage, de taper sur l'Allemagne qui était l'ennemi héréditaire. Parce qu'ils avaient vraiment envie d'accord sur la bière, mais ils ont quand même été Voilà, donc, voilà ce que je voulais
je vais aborder, je suis encore dans les temps, je me retourne pour un grand 3, le tabou des tabous, c'est la question de l'éducation à la sexualité. Comme je vous l'ai dit, il y avait ce tabou, l'école doit être un sanctuaire, le tabou qui consiste à dire la société traverse l'école, c'est un tabou. Alors il y en a un qui est encore plus fort, c'est l'éducation à la sexualité. Et donc là, je vais faire brosser rapidement l'histoire de l'éducation à la sexualité ou l'éducation sexuelle sur le XXe siècle et le XXIe siècle. Et je m'appuie en particulier sur les travaux d'Yves Verneuil, qui est un collègue, un enseignant de l'Université Lyon 2, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Question chaude, histoire de l'éducation sexuelle à l'école, France, 20e, 21e siècle ». Et c'est vraiment passionnant. Il y a plein de propos d'acteurs des époques concernées, c'est vraiment intéressant. Alors il faut se dire qu'il y a 3 grandes périodes. Du début du XXe siècle aux années 50, le tabou du sexe à l'école. Après, on a les années 50 à 1996, vous verrez pourquoi 1996. Il y a une institutionnalisation progressive, mais qui reste sous contrôle. Et puis 1996 à nos jours, entre éducation à la santé et éducation à la citoyenneté, l'éducation à la sexualité devient obligatoire, mais vous allez voir que c'est pas simple quand même. J'aurais dû rajouter là, mais c'est pas simple quand même. Alors, premier point, premier moment. Début du XXe siècle jusqu'aux années 50. Alors là, vraiment, dans la société, je parle même pas de l'école, dans la société, le sexe est tabou. Comme à l'école et dans la société. Il y a des programmes quand même de sciences naturelles, mais dans lesquels, si on parle de reproduction, ce sera la reproduction des plantes. Et quand on présente des corps, ce sont des corps totalement asexuels. Voilà, attention. Alors, et il y a une idée forte, je parlais tout à l'heure avant la conférence, c'est que la connaissance conduit au vice. Enfin, c'est l'idée qu'on a à cette époque-là. La connaissance conduit au vice, c'est-à-dire que si on fait une éducation sexuelle, on va lancer les élèves, les enfants, les filles et les garçons dans quelque chose qu'on a plus bien contrôlé, et le vice, et donc il faut préserver l'ignorance. C'est l'idée qui est très forte à cette époque-là. Donc ce qui fait qu'on a une forme d'éducation sexuelle qui est très empirique, avec, entre parenthèses, des grandes différences filles-garçons. Donc c'est une éducation sexuelle qui est très empirique, c'est-à-dire que... Ah oui, c'est génial. Oui, l'éducation sexuelle empirique à la campagne. On dit qu'il y a un truc qui est pas mal pour apprendre un peu la sexualité, c'est l'observation des animaux. Et Flaubert, dans un de ses ouvrages, lequel dit, oui, dans le livre qui s'appelle Un cœur pur, on parle d'une jeune fille, et il dit, elle n'était pas innocente, les animaux l'avaient instruite. C'est carrément étonnant. Voilà. Et tout ça pour dire que voilà, il y avait les animaux, il y avait toutes les discussions des jeunes femmes dans les ateliers, des hommes, puis il y avait dans les milieux populaires une promiscuité qui faisait qu'on devinait parfois des choses. Voilà. Et puis il y avait une différence entre filles et garçons, c'est-à-dire qu'on tolérait l'idée qu'il y ait une éducation sexuelle pour les garçons. C'est sommaire. Dans la bourgeoisie, par exemple, les domestiques étaient parfois mobilisés pour cette tâche. Mais les filles, non, les filles étaient arrivées au mariage totalement pur, ce qui m'a fait dire qu'il y avait le tabou, des tabous, enfin j'ai emprunté ce terme, le tabou des tabous, c'est la sexualité et l'éducation avec la sexualité des filles. Alors, je vais quand même, il se passe quelque chose au début du XXe siècle, 1901, fondation de la Société française de prophylaxie sanitaire et morale. Prophylaxie, ça renvoie à l'idée de prévention. Vous voyez, c'est prévention, on dirait maintenant prévention. Mais là, c'est intéressant, prophylaxie sanitaire. Attention, voilà, il y a le groupe moral qui est important dans cette affaire. Donc, cette société, elle se construit et elle va prôner. C'est la première fois qu'on prône vraiment une forme d'éducation sexuelle. Ce n'est pas la première fois, mais je veux dire de manière un petit peu organisée,
d'éducation sexuelle. Et donc il propose plusieurs choses. Il dit que ça serait bien de faire des conférences sur, alors voilà, parce que le gros problème de l'époque, ce sont les maladies vénériennes. Syphilis et tout ça, voilà, donc il propose des conférences sur les maladies vénériennes pour les grands lycéens de 16 et 18 ans. Les grands lycéens, mais pas les grands lycéennes. Des causeries, mais quand même pour les jeunes filles, dans le cadre de cours d'adultes. Causeries dans le cadre de cours d'adultes. Donc déjà, les jeunes filles, cours d'adultes, hein, c'est pas trop jeune, hein. Cours sur la reproduction humaine dans les cours de sciences naturelles. Donc il prône, ces héros vont plus loin que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement la reproduction des plantes, on parle de reproduction humaine dans les cours de sciences naturelles. Et puis, ils sont hyper audacieux, nos amis de cette société, c'est qu'ils prônent même l'idée d'une éducation sexuelle à l'école primaire. Ils disent dans la nature, la sexualité et la procréation dépourvues de toute apparence de mystère et de tout attrait malsain, en lui aspirant le respect de la jeune fille et de la femme. C'est assez étonnant, on est au début du XXe siècle, il y a l'idée que, alors il faut, pour dédramatiser, ils ne disaient pas comme ça, mais pour enlever un petit peu le mystère, il faut quand même les éduquer, y compris les enfants d'école primaire, et il y a l'idée, regardez, inspirant le respect de la jeune fille et de la femme. C'est très bien ça, hein, de dire ça à ce moment-là. On peut se dire que ça n'a pas été tout à fait intégré dans un certain nombre de personnes. Et lui, il y avait surtout il y avait aussi faire connaître les dangers des maladies vénériennes. Mais je vais vous dire, hein, il y a des oppositions très très fortes aux propos de cette société, en particulier du milieu catholique et de la Fédération des associations de parents d'élèves des lycées et collèges. Et donc ces propositions sont balayées et on s'appuie en particulier sur l'Église et il y a une encyclique qui s'appelait Divini Illius Magistri du pape Pie XI en 1929. Vous voyez, Pie XI, et bien il n'était pas très pour. Alors je montre que c'est la deuxième diapo, il m'intéresse un peu, pardonnez-moi, c'est juste pour vous montrer ce qu'il disait, qu'on s'est tiré de cette encyclique. Très répandue l'erreur de ceux qui, avec des prétentions dangereuses et une manière choquante de s'exprimer, se font les promoteurs de ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle. Ils se figurent faussement pouvoir prémunir la jeunesse contre les périls des sens, uniquement par des moyens naturels, tels que cette initiation téméraire, cette instruction préventive donnée à tous. Ce qui gêne beaucoup le pape, et les milieux catholiques, c'est l'idée de donner à tous indistinctement et même publiquement, ou ce qui est pire encore, cette manière d'exposer les jeunes gens pour un temps aux occasions, on ne sait pas bien ce que sont les occasions, afin de les familiariser avec elles et de les endurcir contre leur danger. Le danger, c'est une maladie vénérienne. L'idée du pape, c'est de dire, si on parle de reproduction sexuelle et d'actes sexuels, pour prévenir des problèmes de maladies vénériennes, on risque d'avoir l'effet inverse de l'effet escompté et renforcer les actes sexuels et renforcer les maladies vénériennes. Je ne le dis pas comme ça, mais on peut l'interpréter comme ça. La grande erreur ici est de ne pas pouvoir admettre la fragilité native de la nature humaine. Il fait référence à un jésuite Silvio Antoniano, et qui disait « Telle est si grande est notre misère, notre inclination au péché, que souvent, ces choses même que nous présentent comme remède au péché deviennent occasion et excitation de ce même péché. » C'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, on a parfois un petit peu ce même raisonnement à l'heure actuelle. On pourra en discuter, hein, je suis en train de vous dire, voilà, il faut penser telle chose, mais il y a parfois l'idée que si on parle de sexualité, si on parle par exemple d'homosexualité, là je parle à l'heure actuelle, si on parle d'homosexualité à des jeunes qui vont devenir homosexuels, et là il y a un petit peu cette idée, attention, si on leur parle de quelque chose qui quand même considéré comme étant un péché, ils risquent de pécher. Alors, on passe à la deuxième période, donc après la guerre, années 50 à 1996, où on va avoir une institutionnalisation progressive, mais qui va rester sous contrôle. Et là, on a des mutations de la société. Je n'ai pas le temps de plus les développer, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une forme de libération des mœurs, de changement des mentalités. Et dès 1947-48, on a une commission sur l'éducation sexuelle qui est mise en place par un inspecteur général qui s'appelle Louis-François et qui dit eh ben voilà, il faut faire de l'éducation sexuelle, mais alors regardez, l'argumentation est complètement opposée à celle que je vous ai montrée tout à l'heure.
L'ignorance est nocive. Alors, comme vous avez vu tout à l'heure, c'était le contraire. L'ignorance, mieux l'ignorance. Lui, il dit l'ignorance est nocive. Il faut faire une éducation sexuelle. Mais attention, regardez. Parce que si on laisse les enfants dans l'ignorance, ça va donner aux déviations sexuelles. Et les déviations sexuelles qui sont données à l'époque, bien entendu, il faut tout situer dans le contexte. Je ne suis surtout pas en train de me moquer. Les déviations sexuelles, c'est l'homosexualité et l'onanisme, la masturbation, tout ça, surtout pas. Donc, voilà, il faut lutter contre l'ignorance pour cette raison. Et en 1960, il se passe quelque chose de très important. Je sais qu'il y a une personne à l'Assemblée qui va apprécier que je fasse référence à cette création. Le mouvement français pour le planning familial. Et le mouvement français pour le planning familial, il va avoir un rôle considérable dans l'évolution de l'éducation sexuelle et plus tard, on parlera d'éducation à la sexualité. En particulier, je ne peux pas plus développer, parce que je brosse très rapidement le tableau, parce que sinon je vais me faire gronder. On passe d'une éthique de la culpabilité à une éthique de l'épanouissement et de la responsabilité. C'est ce qui est prôné par le planning familial. Cette idée que, voilà, la sexualité, c'était vraiment une question qui renvoyait à la culpabilité avant, et là, il y a l'idée que la sexualité, ça peut permettre un épanouissement, et puis ça suppose de mettre en œuvre sa capacité à être responsable. Et il se passe dans cette période quelque chose d'important, c'est 1973, la circulaire Fontanet. Fontanet, c'est un ministre de l'Éducation nationale. Le président de la République, c'est Georges Pompidou, qui est président de la République jusqu'à 1974, à sa date de décès. Et le Premier ministre à l'époque est Pierre Messmer, mais Fontanet est un ancien du cabinet d'un personnage qui a été important, qui s'appelait Jacques Chaban-Delmas, qui est quelqu'un qui se situait sur l'échiquier politique à droite, mais qui avait une sorte de volonté de faire bouger la société nouvelle. Et donc, Fontanet, il a envie qu'il y ait quelque chose qui se mette en place autour de l'éducation sexuelle. Mais il a tout de suite des oppositions très très vives, et donc il va être prudent, il va faire une circulaire. Donc, c'est la première circulaire, c'est-à-dire quelque chose d'officiel qui dit qu'il faut faire alors j'allais dire l'éducation sexuelle, alors attention. Il va distinguer l'information sexuelle qui doit être intégrée dans le programme obligatoire de sciences naturelles. Alors, ça s'appelait les sciences naturelles, après ça s'appelait les sciences de la terre, biologie, géologie. Et on distingue ça de l'éducation sexuelle qui, elle, va être facultative. Elle est facultative avec la possibilité d'appel à des intervenants extérieurs, qui peuvent être des gens du planning familial, par exemple, mais d'autres associations. Et donc, vous voyez, il y a une avancée, mais quand même qui est très très prudente. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a des débats importants entre les parents, les syndicats enseignants, qui sont plutôt pour cette information et l'éducation sexuelle, mais rapidement, et vous allez voir que c'est général dans cette histoire, rapidement, ce qui n'est pas obligatoire, on l'abandonne petit à petit, et ça disparaît plus ou moins. Donc voilà, c'en est fini. C'en est pas fini, mais en tout cas, voilà, la circulaire de 73 a été sans doute un petit peu appliquée au tout début, et puis très rapidement, après, ça a disparu quasiment. 1987, à jour, je m'achemine vers la fin de mon intervention. Il y a alors, là, il se passe quelque chose de très important, c'est le sida. Le sida qui a complètement changé les mentalités. Ça a été un moment terrible. Ça fait évoluer les mentalités, et donc on va faire donc un changement lié à la politique de prévention du sida et circulaire de 1996 qui s'appelle Prévention du sida et éducation à la sexualité. Donc ça c'est vraiment important. Ça va changer. C'est plus facile de défendre, malheureusement, on va dire comme ça, plus facile de défendre l'idée d'une éducation sexuelle ou d'une éducation à la sexualité en disant que c'est une manière de prévenir ce terrible mal qui était le sida, qui est toujours, pardon, d'utiliser le passé. J'utilisais le passé pour montrer ce moment-là comment ça s'est passé. Mais, alors, qu'est-ce qu'on disait dans ce texte? On disait qu'il devait y avoir au collège des séquences obligatoires, mais attention, on y va doucement quand même, 2 heures dans l'organisme global. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la sexualité
doit être abordée de manière positive. Alors c'était déjà un planning familial, c'était ça aussi. Hein. Mais là, on l'explicite vraiment dans la circulaire. La sexualité doit être abordée de manière positive, image de soi, relation à l'autre, et il y a une priorité qui est donnée au niveau quatrième et troisième. On voit bien là encore qu'il y a une influence de la société sur l'organisation et les enseignements. Mais voilà, il y a un recours qui est posé par des associations conservatrices de défense de la famille, et il y a une annulation de cette circulaire pour des raisons formelles, de forme, par le Conseil d'État. Mais 2 ans après, 1998, une nouvelle circulaire portée par Ségolène Royal, qui était ministre chargé de l'enseignement scolaire à ce moment-là. C'est le moment, juste pour vous situer, 1997, Jacques Chirac est président de la République, il dissout l'Assemblée nationale, en pensant que c'est d'avoir une assemblée majoritairement de droite, mais ça ne marche pas, c'est ce qu'on appelait la gauche plurielle, socialiste, communiste, écologiste, qui règne au pouvoir. Lionel Jospin devient Premier ministre, et Ségolène Royal n'est pas ministre de l'Éducation nationale, c'est Claude Allègre. Je n'en parle pas plus. Ségolène Royal est ministre chargée de l'enseignement scolaire, et elle prône l'instauration elle propose une nouvelle circulaire qui reprend vraiment la circulaire de 96, vraiment mot pour mot, mais dans lequel elle intègre ça dans un projet plus général d'égalité femmes. Et on va voir que c'est ça l'évolution qui apparaît, et donc qui montre bien, là encore, l'évolution de la société. 2001, très important, il y a un projet de loi relatif à l'avortement qui est fait, qui augmente la période dans laquelle les femmes peuvent avorter. Et il y a un amendement qui rend obligatoire l'éducation à la sexualité, c'est son article 22, dans lequel on dit, et ça c'est toujours en vigueur, au moins 3 séances annuelles par groupe d'âge homogène dans les écoles et collèges. C'est une obligation qu'il y ait 3 séances annuelles par groupe d'âge homogène dans les écoles, collèges et lycées. Et c'est très important parce qu'on est dans une loi. On est dans une loi et plus seulement une circulaire. La circulaire, la circulaire, on l'applique plus ou moins. La loi, il ne faut pas rigoler avec ça, en principe. Vous allez voir tout de suite, là, vous étiez en train de dire, ça y est, l'éducation sexuelle et la sexualité sont mises en cause. Et non. Parce que dans les faits, il y a des enquêtes qui montrent que ce n'est pas vraiment appliqué. Il y a en particulier une enquête du HCE, c'est le Haut Conseil à l'égalité, qui dit que la loi n'est appliquée que dans une minorité d'établissements. Donc ça marche pas bien notre affaire. Et je vais passer vite sur les derniers. Donc on a une nouvelle circulaire en 2018 pour relancer l'éducation à la sexualité, avec une logique de lutte contre les stéréotypes de genre et contre les discriminations. Donc vous voyez là maintenant, quand au début du XXe siècle, quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est vraiment pour lutter contre les maladies vénérielles. Et on lutte, et on parle de sexualité. Et là, on parle, de sexe, d'éducation sexuelle. Là, il y a quelque chose de plus large. Vous voyez, on va lutter contre les stéréotypes. À partir du mouvement MeToo, on va dire il faut qu'on lutte plus pour le respect de la femme en particulier. Donc voilà, on lutte contre les stéréotypes de genre et contre les discriminations en lien avec l'éducation aux médias. On parle des réseaux sociaux à ce moment-là, c'est vraiment important. Mais, et ben voilà, des applications très partielles. Il y a une nouvelle relance avec la circulaire en 2022. Et puis en février 2025, un programme. Donc là, c'est quelque chose qui un programme, c'est normalement, on doit l'appliquer. Et ben, on va voir que c'est pas si simple que ça quand même. Alors, donc oui, parce qu'il y a toujours des réserves, en particulier la crainte de tension, la place particulière de l'enseignement catholique. L'enseignement catholique a demandé à être dispensé de l'obligation des 3 séances. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. Il y a des établissements dans lesquels ils le font, mais il n'y a pas. Ça a été négocié par le secrétariat général de l'enseignement catholique pour qu'il y ait cette obligation. Donc, il y a souvent une éducation. Depuis 2018, on parle d'une éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Vie affective, relationnelle et à la sexualité. Ça, vous voyez, on voit bien qu'on est dans l'idée de quelque chose de plus général. Donc on s'aperçoit que c'est une question qui reste socialement vive. L'école est le théâtre de débat de la société. Pour préparer cette conférence, je suis allé voir une émission de France Culture
dans lesquels il y avait des débats entre un professeur des écoles qui a un blog sur la question d'éducation à la sexualité et le secrétaire général de l'enseignement catholique. On voit qu'il y a des débats qui sont extrêmement forts. C'était très courtois, mais bon, les fleurs ont été bouchées, mais on ne peut pas loin de lever la bouche à certains moments. Et Yvernet nous dit bien que l'histoire de l'éducation à la sexualité, c'est un bon observatoire des relations entre l'école et la société. Et j'en ajoute, non pas encore à ma conclusion, juste je voulais vous montrer, pour vous montrer cette évolution. Papendiaï, qui a été un ministre de l'Éducation nationale, qui, dans une circulaire du 30 septembre 2022, je voulais vous montrer cette circulaire, qui dit que l'éducation à la sexualité doit contribuer à une meilleure connaissance et à un meilleur respect de soi et des autres, à la prévention des violences sexistes et sexuelles et à la promotion de l'égalité. Et un lien qui est fait avec l'OMC, c'est l'éducation morale et civique. Donc on voit bien cette évolution et qui est liée aux évolutions de la société. Au début du XXe siècle, on veut lutter contre les maladies vénérielles. Là, on veut faire en sorte qu'il y ait une sexualité qui s'inscrive dans un mode relationnel qui soit plus respectueux des autres. Et j'en arrive cette fois-ci à ma conclusion. Est-ce que l'école est un conservatoire des valeurs de la société? Eh bien, on a vu que pour beaucoup dans l'histoire, il faut maintenir cet idéal d'une école à l'abri des tourmentes du monde. On l'a vu, c'est comme ça que se définit l'école du début de la Troisième République. On a vu aussi que ça ne marche pas. Il y a une porosité continue entre la société et l'école, même quand l'école se définissait clairement comme un lieu à part. Début du XXe siècle, l'école dit attention au local, tout ça, et pour autant, on a la lutte contre l'alcoolisme, on a la préparation à la revanche militaire. Donc voilà. Et donc, on pourrait peut-être dire que plutôt que d'ignorer cet état de fait et d'en faire une sorte de tabou, il vaudrait peut-être mieux le comprendre et l'analyser pour mieux agir. Je vais laisser un point d'interrogation parce que c'est une question que je me pose. Et puis, je vais faire une conclusion de conclusion. C'est quand on fait l'histoire, on regarde les choses qui se sont passées et on se dit, oh là là, ils n'étaient pas bien malins à l'époque. Mais peut-être que ça serait bien aussi de voir dans notre situation actuelle. Est-ce qu'il y a des choses concernant les liens entre la société et l'école qui, peut-être que dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, feront rigoler nos descendants? Et pour ça, je voudrais rigoler en frémir, parce que je vais vous montrer quelque chose. On est dans la même période que les matériaux scolaires. Il y a un livre qui a été très très important, certains d'entre vous connaissent peut-être, Le Tour de la France par 2 enfants, qui est un livre c'est un best-seller, c'est-à-dire qu'il était distribué à tous les enfants, il était utilisé par les maîtres et les maîtresses d'école, et donc c'est un livre qui avait à la fois pour objectif de permettre de lire, de bien lire, mais aussi on en profitait pour faire de la géographie, de l'histoire, des sciences. Et puis, on en profitait aussi pour montrer ceci. Les races blanches, rouges, races jaunes, races noires. Donc vous imaginez les petits garçons et les petites filles et les petites filles. Et donc voilà, ils avaient cette image-là. Alors je ne vais pas tout vous dire, mais juste quand même. Je vous en dis 2. Donc d'abord, on voyait 4 races, la race rouge au passage, et les 4 races d'hommes. La race blanche, attention, la plus parfaite des races humaines. Habite surtout l'Europe, l'ouest de l'Asie, le nord de l'Afrique et l'Amérique. Elle se reconnaît à sa tête ovale et à une bouche peu fendue à des lèvres peu épaisses. D'ailleurs, ce teint peut varier. Et on va regarder la dernière ligne, la race noire, qui occupe surtout l'Afrique et le sud de l'Océanie, à la peau très noire, des cheveux crépus, le nez écrasé, les lèvres épaisses et les bras très longs. De là à faire des rapprochements que je fais référence à Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez, ça nous fait à la fois sourire et frémir. À la charge pour nous, acteurs du présent, de regarder s'il y a des choses aussi qui sont dites dans nos écoles, dans nos collèges, dont on pourrait avoir honte dans un certain nombre d'années. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, des remarques, des critiques.
Oui. Je crois qu'on va tous fumer. Rapprochez parce que je suis. Ça, c'est vraiment bien. Je vais essayer de parler très fort. Merci pour ton exposé foisonnant et enrichissant. J'aimerais que tu me dises, puisque tu es situé dans l'exposé plutôt début XXe siècle, de la figure emblématique de l'instituteur qui est disons, l'acteur principal, surtout l'instituteur de la Troisième République. Sans remonter à Jean-Jacques Rousseau, qui a séduit à Bourgois et à Boulevard des Belges-Alidor, j'aimerais qu'il nous dise aussi le dilemme qu'il y a dans l'ambition de l'école à l'époque, qui était de savoir lire et écrire, et les rousseauistes ont ajouté le savoir-vivre. Et aujourd'hui, c'est justement ce savoir-vivre, et on a parlé un petit peu à travers le schéma de la sexualité, de la sexualité, de ça. Merci de ta question qui est tout à fait passionnante. Vous avez tous bien entendu, hein, donc la question c'est la figure de l'instituteur de cette Troisième République naissante, voire avant, voire après, quel était son rôle et puis comment, tu dis si je traduis pas ce que tu as dit, c'est-à-dire comment gérer ces contradictions entre l'idée de se centrer sur le lire, écrire et compter, et en même temps sur quelque chose qui est plus général, qui est le savoir-vivre. Alors c'est vraiment intéressant parce que l'instituteur et l'institutrice, c'est une figure fondamentale de la Troisième République. 1881-82, l'école, je vous rappelais tout à l'heure, école gratuite, école primaire publique gratuite et obligatoire et laïque à partir de 1882. Enfin, pardon, 1882, c'est l'instruction qui est obligatoire, pas forcément l'école, puisqu'il peut y avoir l'enseignement à domicile dès 1882. Et le principal acteur et la principale actrice de cette République, c'est l'instituteur et l'institutrice. Jules Ferry le définit vraiment comme ça. Il dit que c'est ceux qui vont permettre de rendre la France universelle, en quelque sorte. Il y a en particulier une lettre de Jules Ferry en 1883 qui est une lettre qui s'adresse aux instituteurs et institutrices. Alors il dit la lettre aux instituteurs. Jean Lévy, ça s'adresse aussi aux institutrices, mais voilà, lettre aux instituteurs dans laquelle il réaffirme le rôle fondamental de l'instituteur, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on associe toujours Ferry à l'idée que c'est lire, écrire et compter. Apprendre à lire, écrire et compter. Mais justement, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas une contradiction, mais il y a une autre dimension, c'est qu'il dit. Alors, avant 1882, l'école est essentiellement dirigée par l'Église. Et il y a une morale qui est la morale chrétienne. Et à partir du moment où, en 1882, on dit qu'il n'y a plus d'enseignement religieux, il y a un enseignement de quoi? De la morale. Ce qui va être très très important, c'est l'enseignement de la morale. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir des manuels d'éducation morale, et les instituteurs et institutrices de la Troisième République s'appuient là-dessus, parce qu'on leur disait, mais on ne peut pas avoir de morale laïque, ça n'existe pas, il ne peut y avoir de morale que religieuse, qu'en référence à une religion. Et les instituteurs et institutrices, et puis Jules Ferry, et puis Paul Bert disaient, non, il peut y avoir une morale. Donc c'est le moment où on apprend par cœur des formules, bien mal acquis ne profite jamais. C'était écrit en haut, et tous les élèves devaient le dire tous ensemble, et puis on considère qu'à partir du moment où on l'a vu, maintenant je caricature parce qu'il y avait des petites histoires qu'on racontait, qui étaient des histoires un peu édifiantes. Et donc tout ça pour dire que c'est pas seulement l'instituteur, il a à gérer effectivement l'instruction, et d'ailleurs on parle du ministre de l'instruction publique, mais on aurait presque pu parler, à partir de 1932, le ministère de l'instruction publique devient le ministère de l'éducation nationale. On aurait pu parler d'éducation, parce que l'instruction renvoie à l'idée de transmettre des savoirs, l'éducation renvoie à quelque chose de plus large, c'est-à-dire de former l'individu. Eh bien, dans l'école de la Troisième République, avec cette figure fondamentale, comme tu le rappelais, de l'instituteur et de l'institutrice, il y a bien cette idée qu'il faut former
l'esprit des élèves. Le terme esprit n'est pas bien vu. Il faut former moralement les élèves. Et en particulier, il y a les leçons de morale dont je parlais, mais il y a aussi une idée fondamentale qu'on voit dans la lettre de 1883, c'est le modèle. Le modèle que doit donner l'instituteur aux élèves. Et il le dit très bien, il dit, voilà, si vous n'avez pas de manuel de morale, il ne le dit pas comme ça, mais si vous n'avez pas de manuel de morale, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous donniez l'exemple, c'est que vous soyez d'une moralité sans limite, de manière à ce que, donc c'est l'enseignement par l'exemple en quelque sorte. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. La contradiction, c'est pas une contradiction, mais c'est vraiment intéressant parce que moi souvent quand je regarde ce qu'a fait Jules Ferry pour l'école, je ne parle pas de ce qu'il a fait pour l'écologie, ça c'est autre chose, mais pour l'école c'est assez intéressant parce qu'il y a effectivement à la fois cette idée d'instruire, mais il y a aussi l'idée de former des citoyens. Donc former des citoyens, ça veut dire des personnes qui puissent un peu réfléchir, qui puissent avoir un sentiment moral, avoir des qualités, pas un sentiment moral, des qualités morales. Et je sais ce que je vais dire par rapport à ça, mais donc voilà, oui, ici c'est que, par exemple, il y a depuis quelques années, mais ça s'est un peu tassé, il y avait tout un débat entre ce qu'on appelle les pédagogistes et les républicains dans le monde d'éducation. C'est-à-dire, les républicains, c'était ceux qui étaient censés, on faisait référence à Jules Ferry, pour qui l'école devait être vraiment un lieu de transmission des savoirs, et les pédagogistes, déjà, les pédagogistes, il y avait un petit côté un peu péjoratif, c'était ceux qui se préoccupaient de pédagogie et qui finalement se préoccupaient pas des savoirs. C'était hyper caricatural. Et c'est un débat qui, à mon avis, n'a aucun sens, parce que la pédagogie, c'est ce qui permet justement d'acquérir et de s'approprier les savoirs. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le passé, quand on regarde Jules Ferry, il aurait peut-être été classé comme un pédagogiste ou un pédagogue, parce que, par exemple, pour l'acquisition des règles de grammaire, il dit il ne suffit pas d'apprendre par cœur des règles de grammaire, il faut qu'on soit confronté à travers des textes à la connaissance des règles de grammaire et à la découverte individuelle et collective des règles de grammaire. Je ne disais pas tout à fait comme ça, je le dis avec mes mots, mais il y a bien cette idée. Donc, Jules Ferry est hyper ambigu. C'est vraiment quelqu'un qui est très très ambigu comme personnage. Il est à la fois dans l'instruction et dans l'éducation. Il est à la fois dans l'idée de héritier du siècle des Lumières, héritier de son idole, c'est Condorcet. Je dis son idole, on va formuler comme ça, c'est entre nous. Condorcet, personnage important, fondamental des Lumières. Et en même temps, il défend l'idée du colonialisme de manière. Enfin, c'est vraiment Et puis, il a eu une expérience aussi pendant la Commune de Paris, où il a. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a eu une attitude pas très nette en 1871 pendant la Commune de Paris. Ça, est-ce que vous avez d'autres questions? Quelle est l'évolution du statut de l'instituteur de cette période avec les professeurs d'aujourd'hui et est-ce qu'il y a un impact du Covid et des confinements? Alors, sur l'impact du Covid et du confinement, je ne vais pas pouvoir vraiment vous répondre parce que, étant historien, alors je sais même s'il y a des historiens tout en présent, mais ce que je veux dire, je vais vous donner une réponse, mais ça ne sera pas forcément la réponse de l'historien. Mais celui qui dit des choses sur l'éducation. L'évolution du statut d'instituteur, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment il a évolué. L'instituteur est un personnage fondamental, comme on l'a dit, de la Troisième République. Vraiment, il est reconnu, c'est un notable. Allez voir, lisez ou relisez, ou allez voir le film La gloire de mon père, encore qu'il y a film couvert dedans, donc il faut éviter de voir le film couvert pour plein de raisons, mais sinon, relisez Praignol, La gloire de mon père, on voit le rôle de l'instituteur, qui était vraiment quelqu'un de fondamental. Et c'est vrai qu'à la fin du XXe siècle, c'est Lionel Jospin qui quand il était ministre de l'Éducation nationale, il me semble, qui va contribuer à la création des IUFM, Institut universitaire de formation de maître, et la création du
du statut de professeur des écoles. Alors ça correspond. Je ne suis pas sûr que ça ait contribué à redonner la même image de l'enseignant qu'on pouvait avoir les enseignants au début du XXe siècle, jusqu'à la guerre. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux, surtout pas, c'est juste, je ne suis pas sûr que ça ait changé. En revanche, il y avait cette idée qui était une idée forte de dire transmettre, partager des savoirs, c'est un métier, déjà première chose, et il n'y a pas de raison d'établir une sorte de hiérarchie entre l'idée d'enseigner dans le second degré et l'idée d'enseigner dans le premier degré. Donc l'idée d'avoir une formation qui est à peu près la même structure dans le cadre de ce qui s'appelle les EUFM, et de rebaptiser en quelque sorte les instituteurs et les institutrices en professeurs et professeurs des écoles. Donc, en revanche, est-ce que ça a changé des choses dans le statut, dans la manière d'être considéré? Je ne sais pas. J'ai été longtemps étudiant aussi, enseignant à Saint-Étienne, où j'avais des étudiantes qui se destinaient au métier de professeur des écoles. Et souvent, ils allaient faire des stages, et c'était des étudiants de deuxième année de licence en particulier, qui n'étaient pas en formation spécifique de professeur des écoles, mais qui étaient en sciences de l'éducation et qui envisageaient, entre autres, d'être professeurs des écoles. Ils allaient faire un petit stage, et puis après on faisait un petit bilan, et à chaque fois qu'ils revenaient, ils me disaient on m'a dit qu'il ne fallait pas être professeur des écoles. On n'est pas considéré par les parents, on n'est pas bien considéré. Peut-être qu'ils tombaient mal, mais c'est presque que j'en trouvais un certain nombre qui disait ça. Et donc, de ce fait, je pense qu'il y a une évolution, sans doute, qui fait que quand un ministre, j'ai oublié son nom, quand un ministre dit... Darcos, voilà. Quand Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, dit on ne va pas demander à des professeurs, à des enseignants de faire 5 années d'études pour changer les couches des enfants dans les classes maternelles. Là, je vous promets, c'est ça, les étudiants, c'était tombé dans les portes. Et donc, vraiment, c'est ahurissant. C'est-à-dire que ça montre, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, les ministres n'ont pas une vision très fine de ce qu'est le métier de professeur des écoles ou d'instituteur, et ils jouent même contre leur camp, parce que normalement, ça devrait tout faire pour que les enseignants soient valorisés, revalorisés. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui m'a dit suppression de qualité de poste. Voilà. Donc, une information qui vient juste de tomber. Donc, voilà. Donc, quand un ministre dit on n'a pas besoin de 5 années d'études pour changer les couches des enfants en école maternelle, ça ne veut dire rien du tout. Ça veut dire qu'il ne sait pas que c'est pas ce qui se fait en école maternelle. Enfin, voilà. Et puis c'est un mépris, c'est vraiment un mépris à l'égard de ce que c'est qu'enseigner en maternelle. Enseigner en maternelle, ça suppose de penser de ce que c'est qu'un savoir, transmettre, partager des savoirs. Et alors, quand j'en arrive à la question du Covid, j'avoue que je ne sais pas, il y a des études qui commencent à avoir, qui ont été faites, mais j'ai vraiment pas d'éléments vraiment précis à faire. Je pense qu'il y aura quand même un avant et un après Covid pour l'ensemble de la population. Moi, je vois pour les étudiants, enfin, les étudiants que j'avais. Pour les enseignants, je pense que le fait d'avoir eu recours aux outils numériques de manière obligatoire a sans doute changé quelque chose dans la manière d'assurer ces enseignements. Et peut-être que ça a renforcé encore plus rapidement la forme de concurrence qu'il peut y avoir entre les savoirs enseignés à l'école et les savoirs enseignés en dehors de l'école. Parce qu'on a eu ce recours au numérique. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, je fais plein de détours pour arriver. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des faits, on voit sur l'éducation des enfants dans la société elle-même, qui impacte aussi la façon dont l'instituteur est considéré, comment le parent intervient et comment même l'enfant se positionne maintenant face à l'instituteur? Donc je reformule pour que tout le monde ait... Vous me dites si j'ai bien compris, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des aspects de l'éducation dans la société ou dans la famille
qui peuvent avoir des répercussions sur la manière dont on suit l'éducation à l'école. Oui, tout à fait. Dans la BD dont je parlais, de Incroyable Histoire d'éducation, j'ai fait systématiquement des chapitres sur l'école et des chapitres sur l'éducation dans la famille. Et on voit bien qu'il y a une porosité et que certaines... en fait, ça va tout à fait, merci de cette question, parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que je voulais montrer, c'est qu'on s'aperçoit que des évolutions, des questionnements sur la place de l'enfant, sur le rôle de l'enfant, qui émergent dans les années 70, avec des personnages, des figures, comme Françoise Dolto, par exemple, des figures qui changent d'un année, après on est d'accord ou pas d'accord, j'ai un certain nombre de critiques à formuler, mais peu importe, mais ce qui est intéressant pour l'historien, c'est de voir que ça change la manière de concevoir la place de l'enfant. Alors, je ne sais pas si ça a eu des effets, mais il se trouve que c'est peut-être plutôt qu'il y a une covariation, c'est-à-dire une évolution des mentalités. C'est-à-dire que si on regarde l'école des années 70-80, elle évolue un peu de la même façon qu'évolue une partie de la société et des familles. C'est-à-dire que c'est le moment, alors attendez, ça peut être anecdotique, mais pas seulement. C'est le moment où on va changer la disposition des classes tout de suite après. C'est-à-dire qu'on avait le maître de manière frontale et les élèves en face, et on va avoir une organisation spatiale qui va être différente. Ça peut être anecdotique et en même temps, non, c'est pas anecdotique parce que ça traduit une évolution des mentalités, des idées de pensée. Et c'est un moment où on va accorder plus de place à l'élève, c'est un moment où on va développer d'autres méthodes d'apprentissage, on va faire en sorte. C'est un moment important, un moment où on va considérer que l'élève doit être plus acteur qu'il ne l'était avant, comme dans la famille. Même si ça peut avoir des inconvénients, parce qu'on arrive à l'enfant roi, qui a plein d'autres inconvénients, donc l'enfant roi dans la famille et parfois aussi l'enfant roi dans l'école. Mais il y a quand même une évolution intéressante. Si vous m'accordez encore 3-4 heures, je peux vous parler de l'éducation nouvelle. Vous savez, l'éducation nouvelle, c'est ce mouvement très important qui naît à la fin du 19e siècle. Tu parlais de Rousseau, qui a des origines chez Jean-Jacques Rousseau, mais chez d'autres, qui se développe beaucoup après la Première Guerre mondiale, qui consiste à dire qu'il faut faire en sorte que l'élève soit plus acteur de ses savoirs, qu'il soit en activité, qu'il communique avec d'autres élèves, et qu'il n'y ait pas seulement la parole du maître qui soit déversée, et que l'élève a juste à ingurgiter. Et donc, à partir des années 20, 1921, création de la LIEL, Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, et qui va transformer un certain nombre de pratiques, en particulier, on a aussi les Célestin Freinet, les classes Freinet, qui vont transformer considérablement la manière d'éduquer, et toutes ces expériences qui étaient assez limitées encore dans l'entre-deux-guerres et tout de suite après la guerre, elles prennent une certaine ampleur après 70-80. Et donc, on a en même temps cette évolution de la société. Donc je pense que ça montre bien qu'il y a une porosité considérable entre l'univers scolaire et l'univers familial. Et sans doute qu'il faudrait arriver, c'est intéressant la question, parce qu'il faudrait arriver sans doute à faire en sorte que le lien entre famille et école soit encore plus marqué. Vous avez peut-être entendu ce week-end le rapport de ATD Carbone, une grosse recherche qui a été faite avec des chercheurs et des membres d'ATD Carbone qui montrent comment la grande pauvreté, comment prendre en compte la grande pauvreté à l'école et comment faire en sorte que ces enfants qui ont l'impression, ou c'est pas qu'une impression de être considérés dans toute leur dignité, comment on fait pour leur permettre de revenir dans le cadre de cette école. Donc sans doute qu'il faut réfléchir, même si je dis ça existe depuis longtemps, et puis il y a eu des expériences à la Villeneuve de Grenoble par exemple, où on travaillait beaucoup ce lien entre la famille et la famille était co-éducateur de l'enfant avec l'école. Donc on vient de voir que la société traversait le monde de l'école. Et est-ce que vous pouvez dire, puisqu'on est passé d'une fonction d'instruction, et je vais être vulgaire, à un outil
d'endoctrinement à l'école, ce qui a créé la fracture qu'on observe maintenant entre la famille et l'église. Alors, merci. Cette question, je vais la reformuler pour que tout le monde entende bien. Donc, d'ici, je ne traîne pas votre... vous disiez, est-ce qu'on est passé d'une école qui instruisait à une école qui serait de l'ordre de l'endoctrinement? C'est bien. Et avec l'idée que... Oui, et avec l'idée que ça renforcerait ou provoquerait la fracture entre les parents et l'école. C'est ça, hein? Alors, elle est compliquée, votre question, mais elle est intéressante. Alors, je dirais d'abord que je crois que... Vous avez vu les exemples que je donnais? Je pense qu'il y avait l'instruction, mais il y avait l'endoctrinement aussi. Quand on forme des petits enfants à tirer, donc en fait, alors, et après, est-ce qu'il y a de l'endoctrinement à l'heure actuelle? Ça c'est difficile à dire. Je ne peux pas le dire en tant qu'historien. En tant que citoyen, je peux me dire, bah, tiens, là, il y a une manière de présenter les choses qui est discutable, mais je ne vais pas y répondre en tant qu'historien. Ce que je peux dire pour répondre, c'est que, premièrement, il y a toujours eu un peu cette idée que l'école, ça devait servir des fins autres que simplement de partager des savoirs, puisque au XIXe siècle, on l'a. Juste, je vous donne un autre exemple, qui est plus ancien, justement pour vous montrer que c'est lié à faire. On est 1517, il se passe quelque chose d'important en 1517, c'est la publication des thèses de Luther. Luther présente ces thèses qui vont être à la base du protestantisme, et une idée forte du protestantisme par rapport au catholicisme, c'est de dire il ne faut pas qu'il y ait un intermédiaire entre l'individu, le croyant et Dieu. Dans le catholicisme, l'intermédiaire c'est le prêtre, c'est le clergé. Mais il ne faut pas qu'il y ait un intermédiaire entre les deux, entre le croyant, vous voyez, le croyant et Dieu. Il faut que le croyant soit en lien direct avec Dieu. Et comment? Grâce à la Bible. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas lire. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent lire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va développer... Alors, première chose, on va traduire la Bible du latin en allemand, du terme allemand. Et deuxièmement, on va créer des écoles pour permettre aux enfants d'apprendre à lire et d'apprendre la religion. Vous voyez, donc on est... Alors, vous allez voir, on situe la suite de l'endoctrinement, c'est que les catholiques, ils ont vu que ça marchait pas mal leur affaire. C'est-à-dire, ils apprennent de plus en plus de personnes qui apprennent, de jeunes enfants qui apprennent à lire. Et c'est ce qu'on va avoir, ce mouvement qu'on appelle la contre-réforme, contre la réforme protestante. Et donc, ils vont renforcer le catéchisme, donc le monde catholique, et on va créer, on se dit, c'est pas comme ça, les jésuites, la compagnie de Jésus se crée à ce moment-là, et les jésuites, au début, ils étaient là pour essayer de convertir. Vous voyez venir avec l'endoctrinement, ils étaient là pour convertir les populations, qui avaient basculé vers le protestantisme, il fallait les faire revenir. Il y a un moment donné où on se dit, les jésuites se disent, il y a quelque chose qui serait beaucoup plus efficace que d'aller dans les villages et essayer de convertir les adultes, c'est d'intervenir auprès des enfants. Et c'est à partir de là que vont se constituer les collèges jésuites. Les collèges jésuites prennent une ampleur considérable au XVIIe siècle, parce qu'il y a l'idée que c'était à l'origine une manière de lutter contre le protestantisme. Et donc là, on a bien une lutte de doctrine, la doctrine protestante et la doctrine catholique. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a eu, depuis l'origine, pas l'origine, enfin, il semble que si aussi, mais en tout cas depuis longtemps, on a une forme d'endoctrinement. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait plus d'endoctrinement à l'heure actuelle que dans le passé. À partir de là, sur la question de la fracture entre l'école et la société, et les familles, je pense qu'il y a une fracture, ouais, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si elle est liée à l'endoctrinement, je pense qu'elle est plutôt... elle a toujours plus ou moins existé. Vous voyez ce que j'ai dit quand je parlais de la fin du XIXe siècle, l'État éducateur, on dit non, surtout pas les familles. Et
Et les familles ont souvent été considérées comme étant empêcheuses d'enseigner en rond, je veux dire, empêcheuses d'enseigner. Mais attention, il y a eu des expériences, j'évoquais tout à l'heure la Villeneuve de Grenoble, et je suis sûr qu'il y a des enseignantes ou des enseignants ici que vous avez une activité d'attention à l'égard des parents, de tenter de faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans l'école. Mais il y a tout un travail à faire, et je parlais du rapport de la Télé 40, il y a des témoignages dans ce rapport de personnes qui disent moi j'ai jamais osé rentrer dans l'école parce que quand j'étais enfant j'ai eu une mauvaise expérience, et puis après quand j'étais parent, la seule fois que je rentrais dans l'école c'est quand j'étais convoqué par invité. Et donc ça voilà, donc il y a une fracture, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit liée à des questions d'endoctrinement. Il y a une fracture qui a toujours existé, il y a des expériences qui ont tenté de dépasser cela, et vraiment j'ai beaucoup d'estime pour les personnes qui sont dit il faut que les familles rentrent dans l'école, il faut qu'on ait une forme de coéducation avec les parents, mais c'est pas évident quand on a 30 élèves par classe, c'est pas évident quand on a des circulaires qui sont un peu contradictoires, quand on a des ministres qui changent très très souvent comme c'est le cas depuis quelques années, et voilà, je pense que la vie des enseignantes et des enseignants est pas évidente. Je ne sais pas si j'ai répondu. Vous disiez en fait que l'éducation sexuelle était passée de 2 heures une fois par an à 3 fois par an, sauf que les établissements scolaires catholiques demandaient pas de dérogation, mais en fait la même pas façon. Et comment ils peuvent justifier ça? C'est compliqué, je ne vais pas avoir de réponse. Alors, vous avez bien entendu, il y a une obligation, 3 séances par an, et l'enseignement catholique a eu une dérogation. Mais je ne saurais pas bien vous l'expliquer parce que les établissements privés sous contrat, j'entends, sous contrat avec l'État, depuis la loi de Brest 59, on dit que les établissements sous contrat ont une certaine autonomie, mais ils sont censés suivre exactement les mêmes programmes. Mais là, comme je pense parce que, alors j'ai entendu, j'évoquais tout à l'heure le débat entre le secrétaire général de l'enseignement catholique et puis une enseignante, une professeure des écoles dans une émission, Rue des écoles, une superbe émission sur France Culture. Et le représentant du secrétariat général de l'enseignement catholique était très embêté par le programme de 2025, parce qu'un programme, ça s'impose à tous et à toutes. Alors que le fait de dire il y a 3 séances qui doivent être faites par an, peut-être qu'il y avait administrativement, légalement, la possibilité de s'en dispenser. Alors, en fait, il s'engage en revanche à faire quand même quelque chose autour de l'éducation à la sexualité, mais en faisant appel à des intervenants extérieurs. Et récemment, il y a eu des débats parce qu'il y a des associations qui sont intervenues, qui ont des points de vue qui peuvent être discutables du point de vue de la République. Enfin, voilà. Donc voilà, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre plus précisément. C'est surprenant. Moi, je vous avoue, quand j'ai vu cette information-là, je l'ai vérifiée parce que j'étais étonné. Donc, je pense que, oui, c'est l'heure. J'essaie de pas vous regarder pour vous dire. Je vais arrêter. Mais voilà, c'est surprenant. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est fait, qu'il y a une sorte de discussion dans laquelle on a dit, ben voilà, il y a un texte de 2010 de l'enseignement catholique qui définit ce que devrait être l'enseignement à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc je pense qu'il se réfère à ce texte-là pour s'engager à faire quelque chose avec des intervenants extérieurs, mais sans forcément avoir le cadre des 3 séances très limitées qui sont prévues par l'accord. Merci. Alors ça dépend des établissements. Franchement, je ne voudrais pas vraiment, mais je pense qu'il y a des établissements dans lesquels ils ne vont pas parler. Mais je pense qu'il y a en revanche des établissements catholiques qui jouent le jeu. Vraiment. Merci.